Merci à tous d'être là pour cette soirée. Le thème de cette soirée, vous le connaissez, hein, vous êtes venus en connaissance de cause, pour exiger la libération de Georges Abdallah et de Christian Théin. La soirée qui est organisée à l'initiative de différentes organisations dans le cadre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et dans le cadre de la lutte anticoloniale et de solidarité avec nos camarades kanaks, a été organisée par différentes organisations dont vous trouvez les tables pour certaines d'entre elles à l'entrée. Je vous invite d'aller les voir toutes et d'échanger avec les différents camarades. On retrouve dans ce collectif l'URC, l'Union pour la reconstruction communiste, la Ligue de la jeunesse révolutionnaire, Solidarité pour la Kanaki 67-68, le Comité Palestine-Mistra, la Fédération syndicale étudiante, la TMF, l'ENP anticapitaliste, la France insoumise, la Jeune Garde, Solidaire Alsace et Urgence Palestine. Alors localement, toutes ces organisations sont coordonnées dans le cadre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah au moment notamment du report de la décision de la libération de Georges, où on a décidé d'impulser des actions localement pour faire vivre la campagne, faire connaître sa cause et faire connaître le sort des prisonniers politiques en France et la lutte anticoloniale portée par Georges. Alors, ces organisations ont décidé un texte commun que je vais vous lire pour introduire la soirée et la discussion, et puis ensuite je présenterai les deux intervenants qui ont eu la gentillesse de venir ce soir, et puis ensuite à qui je céderai la parole parce qu'ils diront des choses plus intéressantes que moi, j'imagine, et on aura un temps de débat après pour que vous puissiez poser les questions à l'un ou l'autre ou aux deux, selon ce que vous avez envie d'apporter dans le débat. Alors aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici, c'est une conviction commune, notre opposition à la domination impérialiste et coloniale sur les peuples opprimés du monde entier. Dans le monde contemporain, que ce soit en Kanaki, au Moyen-Orient ou au Sahel, l'impérialisme reste l'ennemi principal des peuples opprimés. Il s'impose par la force, l'exploitation économique, la domination politique et culturelle, broyant les peuples sous l'injustice la plus brutale. Le capitalisme s'est historiquement bâti sur le pillage et la domination économique du monde, basant son immense accumulation sur l'esclavagisme, le colonialisme et l'exploitation des ressources mondiales. Il a tiré sa la soi-disant découverte des Amériques, a ouvert la voie à un processus d'accumulation capitaliste fondé sur la destruction des peuples indigènes et la mise en place du commerce triangulaire. L'impérialisme contemporain adopte ces méthodes, se redéploie, mais poursuit la même logique de domination face à la résistance croissante des peuples. Certaines formes de colonisation, comme celles que subissent la Kanaki ou la Palestine, incarnent une violence extrême. Ce sont des colonies de peuplement où le projet colonial repose sur une volonté assumée d'effacement ethnique, de dépossession systématique et de négation de l'histoire et de l'identité des peuples autochtones. Car face à cette domination, les peuples relèvent la tête et ne se laissent pas faire. De la Kanaki à la Palestine, du Vietnam à l'Algérie, des luttes de libération ont marqué l'histoire, témoignant de la dignité et de la détermination des peuples en résistance. Ces luttes montrent que rien n'est insurmontable, que la domination peut être renversée et que la justice peut émerger des combats les plus inégaux en apparence. Depuis toujours, la puissance colonisatrice criminalise la résistance. Qu'elle soit armée ou pacifique, laïque ou religieuse, elle est toujours pointée du doigt. Le mot terroriste devient alors un outil rhétorique, une arme idéologique destinée à légitimer l'ordre établi et à isoler celles et ceux qui s'y opposent. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un processus de maintien de l'hégémonie. En France, la fascisation de l'État et sa propagande islamophobe, dont le meurtre d'Abou Bakar est la conséquence concrète, par exemple, sont la traduction de la brutalité d'une puissance impérialiste en crise. Aujourd'hui encore, cette logique se poursuit et Georges Abdallah, militant communiste emprisonné depuis plus de 41 ans, et Christian Théin, leader indépendantiste, emprisonné après les soulèvements kanaks de 2024, en sont des symboles forts. Leur détention illustre la continuité d'un système colonial et impérialiste qui instrumentalise la justice pour étouffer l'opposition politique et empêcher l'émancipation des peuples. C'est précisément pour cela que notre mobilisation est indispensable. Il nous faut dénoncer ces emprisonnements politiques, faire pression sur les institutions et rappeler que la justice, loin d'être neutre, on le sait, reste profondément subordonnée aux intérêts de la bourgeoisie, ainsi que les logiques de l'État. La campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah et Christian Théin s'inscrivent dans cette démarche en s'attaquant au cœur de cette hypocrisie de l'État bourgeois où la justice devient un outil de répression politique. En tant qu'habitants de l'État impérialiste français, il est de notre devoir de nous attaquer à l'oppression qu'exerce notre bourgeoisie sur les peuples du monde entier, d'affirmer notre volonté de briser la subordination de notre État à cette caste. Pour échanger sur ce thème ce soir, nous avons donc deux intervenants. Saïd Bouamama, sociologue, membre du Front Uni pour les quartiers populaires et l'immigration, le FLIP, et membre de l'URC.
intervenant régulièrement aussi sur le média Investigation et auteur de nombreux ouvrages, que ce soit sur l'immigration, sur la Palestine dans son dernier livre, le manuel stratégique sur le Moyen-Orient et la Palestine, ou sur la cause des sans-papiers, puisqu'il est aussi animateur de collectif de sans-papiers. À côté de lui, il y a Benoît Trépied, anthropologue, chargé de recherche au CNRS français, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie, membre du Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie et auteur de Décoloniser la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Voilà, je propose de laisser la parole peut-être au premier intervenant, Saïd, pour faire son exposé avant d'écouter Benoît par après. Merci Saïd. Bien, on va commencer par rappeler une banalité. Nous vivons dans le pays européen qui a le plus vieux prisonnier politique. Plus vieux prisonnier politique en Europe, mais aussi le plus vieux prisonnier politique depuis le XVIIIe siècle, puisque même un Blanqui, qui était surnommé l'enfermé à cause de sa durée de séjour en prison, n'a pas fait sa peine en continu, comme Georges Ibrahim Abdallah. Les raisons qui font que Georges Ibrahim Abdallah est aujourd'hui encore enfermé et n'est pas libéré, ce ne sont pas ses actes, ce sont ses idées. Ce ne sont pas ses actes parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont commis, la justice bourgeoise dira les assassinats, Georges Ibrahim Abdallah parle d'exécution, et je expliquerai tout à l'heure pourquoi, eh bien se sont déclarés publiquement, donc on sait que ça n'est pas Georges, que le procès a montré que ça n'était pas Georges également. Et par contre, ce qui est certain, c'est que les idées de Georges, on lui a demandé de les renier à chaque fois qu'il a demandé qu'il a l'exercice de son droit à être jugé pour une libération anticipée. Georges l'a rappelé à plusieurs reprises. Il se définit lui-même comme anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-sioniste et communiste. Pour bien saisir pourquoi Georges est maintenu en prison aujourd'hui, il faut à la fois prendre la mesure de qui il est, prendre la mesure de ses analyses, prendre la mesure également de sa stratégie de défense, comment s'est-il comporté devant ses juges tout au long de son procès, et avoir en tête également les liens qui le lient aujourd'hui avec l'ensemble des peuples du Moyen-Orient et plus largement du monde arabe. Alors, qui est Georges Ibrahim Abdallah? Le Liban dans lequel grandit Georges Ibrahim Abdallah est surnommé la Suisse du Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est un paradis fiscal pour toutes les monarchies du Golfe. Les inégalités sociales dans le Liban qu'a connu Georges Ibrahim Abdallah dans sa jeunesse, son adolescence et son enfance, c'est un Liban dans lequel se côtoie à la fois la grande pauvreté visible dans d'énormes bidonvilles et à la fois, eh bien, l'opulence d'une bourgeoisie banquière en particulier. 10% de la population vit en bidonville au moment où Georges a 20 ans. 45% de la population s'agglutine dans la capitale, tellement il est impossible de survivre ailleurs. Et dans ces bidonvilles se côtoient à la fois les classes populaires libanaises et les réfugiés palestiniens qui ont été obligés depuis 1948 de fuir la Palestine occupée. Et les combattants palestiniens sont très conscients du projet sioniste en les faisant quitter la Palestine. Il ne s'agit pas seulement d'occuper leurs terres. Il s'agit de faire le pari de la disparition de la mémoire palestinienne. C'est dit explicitement par différents gouvernements sionistes successifs. On compte sur le fait que les nouvelles générations qui naîtront dans le camp auront oublié la patrie de leurs parents et que ainsi s'éteindra la résistance palestinienne. C'est théorisé tel quel dans un certain nombre d'analyses du gouvernement israélien que je décris dans le livre consacré à Georges Ibrahim Abdallah. Et Georges grandit dans ces camps-là, qui vont être des lieux dans lesquels, pour réagir à cela,
Les camps vont devenir des espaces d'éducation populaire extrêmement importants, qui touchent et la jeunesse libanaise et la jeunesse palestinienne autour d'une contre-éducation en termes d'histoire, d'une contre-éducation en termes culturels. Bref, ce sont des lieux dans lesquels on mène la bataille idéologique et Georges va participer, va être touché par cette socialisation politique et par cette connaissance du peuple palestinien qu'il a au quotidien. Georges arrive également à l'âge adulte en étant déjà antisioniste, mais il est bousculé par un élément qui est traumatisant, que l'on connaît par nos lectures, mais dont il faut réussir à sentir le poids que ça peut avoir sur une trajectoire, qui est l'invasion israélienne du Liban en 1982 et les massacres qui l'accompagnent, en particulier le massacre de Sabra et Shatila, dans lesquels les fascistes libanais et les sionistes de pair vont massacrer femmes, enfants, vieillards, etc. Georges va faire partie de cette génération. Vous savez, en sociologie, on appelle génération non pas ceux qui sont nés à la même date, c'est ceux qui ont été marqués dans leur socialisation, marqués dans leur identité, marqués dans leur rapport au monde par un événement particulier. On pourra parler de la génération de la Première Guerre mondiale ou de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il y a une génération, Sabra et Shatila, au Liban, qui sont tous ces jeunes qui ont vu cette violence à la fois fasciste et sioniste cumulée. Et c'est ce qui va motiver l'engagement politique de Georges. D'abord au sein du Front populaire de libération de la Palestine, et puis ensuite, en voyant les massacres de Sabra et Shatila, dans les FAR, la Force armée révolutionnaire libanaise, qui ont comme caractéristique de faire l'analyse suivante. Israël n'est pas un simple colonisateur. Il est un colonisateur de type particulier. Dans l'introduction tout à l'heure, on vous a expliqué la place de la colonisation de peuplement, mais pour la Palestine, il y a une dimension qui se surajoute. En plus d'être une colonisation de peuplement, elle est également une colonisation collective. Autrement dit, l'État d'Israël est au service, depuis sa naissance et depuis les débuts du mouvement sioniste, de l'ensemble des grandes puissances impérialistes. C'est un gérant local pour contrôler une région stratégiquement essentielle. De nombreux géostratèges considèrent qu'il y a deux régions qui sont des nœuds pour la domination mondiale, à cause des flux commerciaux qui peuvent y passer, qui sont d'une part le Moyen-Orient, puisque c'est à l'intersection de trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et l'Asie du Sud-Est, où on a 40% du transit mondial qui y circule. Ces deux régions sont l'objet, comme par hasard, de guerres permanentes. Et donc, Georges considère, avec ses camarades des FARL, que la seule manière d'amener Israël à baisser la pression, c'est de faire pression sur ceux qui le soutiennent. Autrement dit, d'aller porter la guerre dans ceux qui sont complices du génocide palestinien par leur vente d'armes, par leur soutien diplomatique, etc. Ça, c'est une position politique, on est d'accord ou non avec, mais c'est ça qui a déterminé l'engagement de Georges Ibrahim Abdallah. Et c'est pour cela que lorsqu'on va lui demander, lorsqu'on va l'accuser d'un certain nombre de crimes, à aucun moment il ne va se détacher de cette accusation. Lorsqu'il sera effectivement prouvé que ça n'est pas lui qui a pu mener ces deux exécutions, voilà ce qu'il répondra. Je cite. « Si le peuple ne m'a pas confié l'honneur de participer à ces actions anti-impérialistes que vous m'attribuez, au moins j'ai l'honneur d'en être accusé par votre cour et de défendre leur légitimité face à la criminelle légitimité des bourreaux. » Autrement dit, ce que défend la Georges, c'est qu'un peuple opprimé a le droit de résister et que la forme de la résistance n'est pas fonction de l'opprimé mais de l'oppresseur. C'est ce que Mandela dira des années plus tard, qui est c'est toujours l'oppresseur qui décide des formes de la lutte. Tous les dominés du monde ont commencé par demander calmement et gentiment qu'on leur reconnaisse leurs droits. On ne connaît pas dans l'histoire des luttes des peuples des réactions qui ont commencé immédiatement par des luttes armées.
ce sont des pétitions, des mémorandums, des appels aux organisations internationales. Et devant la surdité des puissances impérialistes, c'est cela qui conduit, à un moment ou à un autre, à passer des caps et à voir émerger la violence. Voilà qui est Georges. Un tel personnage est effectivement, dans le monde néolibéral qui est le nôtre, considéré comme dangereux. Regardons maintenant du côté de sa pensée politique. Si Georges peut rester aussi ferme, puisqu'à chaque fois on lui propose de le libérer s'il renie à chacun des jugements auxquels il a été confronté, à chacun des appels qu'il a fait, on lui a demandé est-ce qu'il regrettait. Et de telle sorte que s'il répondait oui, c'était la promesse d'une libération. Il a bien entendu répondu qu'il n'avait rien à regretter, qu'il n'a fait que défendre les droits de son peuple et du peuple palestinien. S'il est aussi ferme, c'est parce que Georges dispose d'une conscience politique qui est construite aujourd'hui, et tous ceux qui ont été le visiter sont étonnés, malgré 41 ans d'emprisonnement, malgré son âge, de la curiosité de Georges sur l'ensemble des questions mondiales. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à demander un permis de visite. Il est demandeur à ce qu'on vienne le visiter, et vous serez surpris, et en particulier pour les nouvelles générations. Il est très demandeur que les jeunes viennent le voir, et vous serez surpris. À aucun moment il ne parle de lui. La dernière fois où je l'ai eu, c'était pour me demander que devient le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, je voulais savoir où il en était, et il me pose comme question, mais que devient le mouvement des Gilets jaunes? Et donc, on a quelqu'un qui reste ancré sur le monde, et je pense que ça contribue au fait qu'il tienne aussi longtemps et qu'il ne cède pas. Georges Ibrahim Abdallah, compte tenu de sa vie et de son emprisonnement, n'a pas eu le temps ni les conditions pour nous produire une analyse synthétique de sa pensée, mais il a produit de multiples déclarations qui, si on les analyse, forment une analyse cohérente. J'ai le grand honneur, j'avoue que j'étais très fier lorsqu'il m'a dit qu'à la lecture du livre, bien, c'est comme si j'avais été dans sa tête pour écrire la partie sur son analyse théorique. C'était une grande fierté pour moi. De quoi est-elle composée? Je ne vais pas vous décrire l'ensemble, mais quelques-unes de ses idées forces. Première idée force pour Georges, c'est que nous sommes à une étape particulière de l'histoire du système capitaliste mondial, et que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est le résultat d'une crise systémique du capitalisme. Autrement dit, pour préserver leurs profits, nous dit-il, les classes dominantes de la planète sont prêtes à toutes les aventures, quel que soit le coût que paieront les peuples. Pour lui, c'est cette crise systémique du capitalisme qui va expliquer la dernière séquence, qui a été la séquence de la mondialisation. La mondialisation n'est pas ce qu'on vous a décrit dans les médias, un certain nombre de découvertes scientifiques, des réseaux sociaux qui auraient émergé et qui auraient brusquement accéléré les échanges mondiaux jusqu'à rendre caduques les économies nationales. Ça, c'est le roman, le narratif qui a été inventé. Non, la mondialisation, c'est un certain nombre de décisions d'organismes très précis, qui sont l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, qui avaient comme seule vocation de supprimer l'ensemble des entraves à la circulation du capital, c'est-à-dire d'imposer dans le monde et à toutes les économies, d'imposer qu'ils enlèvent toutes les protections qu'ils pouvaient avoir mis en place pour certaines catégories, les paysans, les peuples indigènes, etc. Cela va se traduire effectivement par un changement de modèle, puisque auparavant, pour avoir de la force de travail à surexploiter, on la faisait venir, c'était l'immigration. Et bien dorénavant, on va prendre des entreprises et on va aller les installer là où il y a la main-d'œuvre. Et donc, cette mondialisation, elle signifie la destruction de tous les conquis sociaux, la balkanisation d'un certain nombre d'États qui résistent, et effectivement, depuis, nous avons eu les guerres du Soudan, les guerres de Somalie, les guerres d'Irak, les guerres de Syrie. Dans chacun de ces pays, il y a aujourd'hui
des éclatements. La balkanisation est un outil pour maîtriser un certain nombre d'espaces dans le monde. Et nous avons également, nous dit Georges, une des conséquences qui est la fascisation. Troisième idée clé de Georges, c'est que il y a deux modes d'action pour l'impérialisme aujourd'hui, la recolonisation économique et la balkanisation d'une part, et la maximisation du profit ici par la fascisation. Il suffit de regarder les événements de ces derniers jours pour s'apercevoir que non seulement c'est d'une pertinence énorme, mais que la fascisation atteint aujourd'hui des stades tellement développés que les cibles étant désignées et l'islamophobie risque de se traduire en drame, en assassinat de manière beaucoup plus fréquente. Quatrième idée clé de Georges, la place particulière d'Israël. C'est là que Georges développe cette idée qu'Israël est pas simplement une colonisation classique avec un État colonisateur et un peuple colonisé, mais est une colonisation en sous-traitance, est un État qui gère les intérêts d'un certain nombre de grandes puissances pour maintenir le contrôle sur cette région stratégique qu'est le Moyen-Orient. Cette analyse, que je résume par manque de temps, elle rappelle tout simplement un certain nombre de concepts que l'on voudrait abolir aujourd'hui, qui sont des concepts que l'on nous présente comme dépassés. Comme moi, vous savez tous, on vous l'a dit et redit, il paraît que le marxisme est dépassé. Il paraît que la notion de classe sociale est dépassée. Il paraît que la notion d'impérialisme est dépassée. Et voilà que Georges, non seulement utilise tous ces termes, mais les considère comme étant des concepts indispensables pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ça n'est pas neutre que ça soit sur des mots que se jouent ces enjeux. Un vieil auteur, marxiste lui aussi, Antonio Gramsci, dans sa prison, puisqu'il a été emprisonné l'essentiel de sa vie du fait de son combat antifasciste, Antonio Gramsci disait que les luttes sociales se gagnaient pas seulement sur le terrain, mais également sur le plan des idées. Autrement dit, que la bataille idéologique fait partie de la lutte des classes. Et le combat sur les termes est un combat qui est absolument nécessaire. Troisième dimension qui me semble essentielle pour comprendre Georges Ibrahim Abdallah, au-delà de ses idées, c'est son comportement. Quelle stratégie de défense a-t-il employée pendant tous ces procès? Dès la première audience, il transforme le procès en procès de l'impérialisme. L'accusé se fait accusateur. Et il ne fait que suivre un long chemin. Pour préparer le livre, j'ai été relire tous les militants qui ont été emprisonnés pour leurs idées politiques, et j'ai retrouvé cette stratégie de défense chez Babeuf, chez Blanqui, chez Marx, chez Rosa Luxembourg, chez Liebknecht, chez Dimitrov. Tous ont considéré que le tribunal était un lieu où continuer la lutte. C'est ce que résumait Liebknecht en une phrase, en disant « Je suis ici pour accuser, pas pour me défendre ». Seconde posture de Georges, comme toutes ces personnes que j'ai citées, il a été bien entendu taxé de terroriste. Et la réponse de Georges devant ses juges a été de dire que non, il n'était pas un terroriste, mais il était un résistant. Et que les résistants avaient le droit à une légitime violence. Que la violence du dominé était toujours une réponse à la violence du dominant. Qu'on ne connaissait pas dans les annales de l'histoire des dominés qui avaient été violents pour rien. Et que couper une séquence historique, c'est-à-dire regarder un acte sans regarder les causalités qui l'ont produit, le contexte qui l'a fait générer, c'était un acte de mensonge total. Et là aussi, comment ne pas penser à un autre combattant, que je cite dans l'ouvrage, Babeuf, qui nous dit « Tous les moyens sont légitimes contre les tyrans. Je n'ai pas à vous donner, messieurs les juges, le détail des moyens que nous voulions employer. Mais sachez que nous voulions les employer parce que nous n'en avions pas d'autres. » C'est exactement ce que l'on a connu pendant la guerre d'Algérie,
ou lorsqu'on a demandé à un des leaders de la libération nationale algérienne, Habib Mnahidi, mais pourquoi vous mettez des bombes? Comme aujourd'hui, certains vont dire, mais pourquoi ont-ils fait le 7 octobre? Il leur répondait, donnez-nous vos avions et vos chars, nous vous donnerons nos couffins. Les couffins, c'était là où on mettait les bombes, justement. Autrement dit, les dominés se révoltent comme ils peuvent. Il est toujours trop facile dans un bureau parisien de venir dire « Non, je les soutiens, mais pas sous cette forme-là. » Ça, c'est du dilettantisme, nous dit Georges, et je suis d'accord avec lui, c'est du dilettantisme. Si nous ne sommes pas capables de peser sur les rapports de force mondiaux, eh bien, nous avons le devoir de regarder les formes de révolte des dominés et de comprendre que ça n'est pas un choix abstrait. Ils prennent les armes qu'ils peuvent prendre et les formes de résistance qu'ils peuvent prendre. Quatrième, ou je ne sais plus combien, idée force de Georges, le refus de la légitimité de la juridiction. Autrement dit, il ne reconnaît pas à la justice de l'État français, qui est un État qui soutient Israël, le droit de le juger. Cela s'est joué dans une dimension qui a beaucoup surpris les juges lors du premier procès, puisqu'il leur a répondu qu'il refusait de répondre aux questions, tout simplement parce que la France était illégitime et sa justice illégitime pour le juger, puisque la France était mouillée et complice de ce qui se passait en Palestine et de l'assassinat du peuple palestinien. Et donc, les prises de parole au sein de la juridiction sont toujours des prises de parole qui ne s'adressent pas aux juges, mais qui s'adressent au peuple français. Et effectivement, si vous relisez les déclarations de Georges devant les juges, eh bien, à aucun moment il répond aux juges, et à chaque fois il dit « je m'adresse au peuple français ». Cela nous fait là aussi penser à d'autres leaders qui se sont adressés au peuple au travers du jugement. Par exemple, un Blanqui disait à ses juges « ce n'est pas à vous que je parle, c'est au peuple français, alors laissez-moi parler ». Quatrième posture de Georges, c'est qu'il exige de ses avocats, et ça a été l'attitude des autres leaders que j'ai cités auparavant, il exige de ses avocats qu'ils adoptent la défense aux objectifs politiques et non l'inverse. C'est-à-dire que, y compris quand il y a une chance de libération, mais que cela se ferait au détriment de l'abandon des convictions politiques de Georges, eh bien, il a demandé à ses avocats de ne pas les prendre en compte. Autrement dit, nous dit-il, je défends une cause et non pas ma personne. Et donc, il refuse de déléguer à ses avocats le choix des moyens et des contenus. Il négocie avec eux, il débat avec eux, mais c'est lui qui reste décisionnaire. Autre posture de Georges, considérer la prison comme étant un terrain de lutte. C'est-à-dire de ne pas considérer que la lutte s'arrête à la porte de la prison. Et cela, à mon avis, c'est ce qui fait sa force. Quand il m'en a parlé, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « c'est cela qui m'amène à maintenir une discipline de lecture. C'est cela qui m'amène à maintenir une discipline de faire du sport tous les jours. C'est cela qui m'amène à lire les journaux tous les jours. C'est cela qui m'amène à débattre politique avec les matons et avec les prisonniers de droit commun. » Si vous allez rendre visite à Georges, vous serez impressionné de la manière dont les autres détenus et les matons parlent de lui. Quand vous arrivez, on parle de Monsieur Georges. Même les surveillants ont un rapport à lui qui est un rapport de respect, tant il a été cohérent avec cette dimension-là de considérer que son attitude en prison faisait partie de la lutte. Cinquième élément de posture, ne jamais renseigner l'ennemi. À aucun moment, il n'a donné, y compris quand ça pouvait le disculper, la moindre information pouvant impliquer d'autres camarades des FARL. Et enfin, il considérait qu'il fallait qu'il ait un lien avec les mouvements militants, d'où ces déclarations régulières, qui sont des appels, qui sont des contributions à l'analyse de la situation, mais qui sont aussi des appels à la solidarité, parce qu'il considère que sa seule chance de sortir de prison, c'est que l'État français perde plus à le maintenir en prison qu'à le libérer. Autrement dit, c'est le bruit social qu'on réussira à faire autour de Georges qui contraindra l'État français à le libérer.
Il est très lucide sur cette dimension-là, et il considère d'ailleurs que nous avons fait de grands progrès. Alors il est vrai que il faut avoir en tête que jusqu'à une période récente, le soutien à Georges était un soutien extrêmement limité. Le nombre d'organisations, y compris se revendiquant de gauche, d'extrême gauche, alternative, révolutionnaire, qui nous disaient on ne peut pas soutenir Georges quand même sur ses choix terroristes, eh bien, cela s'entend beaucoup moins aujourd'hui. On a élargi la sphère de la solidarité, mais nous sommes loin encore du rapport de force. Dernier élément que je voudrais souligner, c'est justement le traitement juridique de cette affaire, qui est un traitement qui justifie le terme « affaire ». Quand je parle, si j'ai intitulé mon livre « L'affaire Georges Ibrahim Abdallah », c'est que je pense que nous sommes devant une affaire au même titre que l'affaire Dreyfus ou que l'affaire Ben Barka. Autrement dit, les manquements aux procédures, les tricheries ont été tout au long de la procédure. Je voudrais en citer quelques-uns pour... malheureusement, on ne pourra pas être exhaustif, mais je voudrais en citer quelques-uns. D'abord, l'acte 1 de la procédure, qui est constitué par l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah pour une simple possession de vrais faux passeports. Autrement dit, il avait un passeport algérien qui était délivré légalement par le gouvernement algérien et qui lui permettait de circuler. C'est cela qui a produit l'arrestation et non pas tout ce qui a été inventé après. Et c'est la seule infraction qui est aujourd'hui prouvée. Yves Bonnet, qui était le directeur de la DST, donc les services secrets intérieurs de l'époque, nous dit la chose suivante: Georges Ibrahim Abdallah n'est accusé que de délit, il n'a pas de crime sur le dos. Ça, c'est public. L'ancien directeur de la DST nous dit cela, et Georges reste en prison. L'acte 2 est constitué du premier procès de Georges en 86, qui va être marqué avant, pendant et après la procédure par une multitude d'interventions du gouvernement états-unien et israélien. Heureusement, il y a eu les fuites de Wikileaks, qui ont permis de montrer l'ampleur des pressions des États-Unis. Bref, on a une justice qui se dit indépendante et qui a été soumise à ces pressions et qui a obéi à ces pressions. Et c'est sur la base de ces pressions que Georges va être condamné, mais seulement à 4 ans de prison lors du premier procès. L'acte 3, ça va être un des scandales les plus forts dans toute l'histoire de la magistrature européenne, les aveux de l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, qui écrit un livre, donc c'est Jean-Paul Mazurier, je vous conseille de lire son livre, dans lequel il avoue avoir été un agent des services secrets français de 1984 à 1986. Autrement dit, l'avocat de l'accusé était un agent des services secrets. Rien que cela aurait dû suffire à casser l'ensemble du jugement. Eh bien, on a fait comme si ça n'existait pas. On a fait comme s'il n'y avait pas eu ces aveux. On a fait comme si la justice s'était déroulée complètement normalement. Voilà ce que dit Jacques Vergès sur cette affaire-là. C'est la première fois dans l'histoire mouvementée de toute la France et de toute son histoire que l'on voit l'État envoyer auprès d'un accusé un agent de ses services spéciaux déguisé en avocat pour le trahir dans sa défense. Cela ne s'est jamais vu, même aux jours sanglants de la terreur jacobine ou de la terreur blanche, ni même pendant l'occupation. L'acte 4 est constitué par des négociations qui vont s'entamer entre l'État français et des preneurs d'otages au Liban qui demandent la libération de Georges. Un accord est signé dans lequel l'accord convient de la libération simultanée le même jour entre l'otage français et Georges Ibrahim Abdallah. Il est signé avec la médiation et la garantie de l'État algérien. Le jour donné, l'otage est libéré. Et comme par hasard, ce jour-là, la police aurait découvert une nouvelle cage de Georges Ibrahim Abdallah
dans lequel il y avait une arme qui est considérée comme ayant servi à assassiner les deux militaires qui ont été assassinés, l'un israélien et l'autre états-unien. Jacques Vergès, dans sa plaidoirie, va démontrer l'impossibilité de cette accusation, tout simplement parce que le journal qui entourait l'arme était un journal dont la date ne pouvait pas correspondre avec le fait que l'arme soit là ce jour-là. Mais malgré cela, on va maintenir Georges en prison. L'acte 5 de cette farce juridique, c'est une campagne de presse de grande ampleur, juste avant le procès, visant à condamner Georges Abdallah avant même que le procès ne se déroule. Allez relire, vous avez la bibliothèque municipale, relire les journaux de l'année 86, vous verrez que toute la presse a déjà condamné Georges et exige une peine sévère pour les attentats. On l'accuse également d'avoir commis les attentats de cette période-là. On saura plus tard, bien entendu, que ces attentats ne sont pas commis ni par Georges ni par son organisation, mais ont été commis par des réseaux iraniens à l'époque, dans lesquels les coupables seront arrêtés, et eux qui sont tous libérés, alors que Georges est encore en prison. L'acte 6 de ce second procès, c'est le second procès, en février 87, où on va voir là le cumul de toutes les manipulations. Tout est hallucinant dans le procès. Je vais me permettre de lire parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Je le disais, une campagne de presse condamnant quotidiennement l'accusé. Deuxièmement, la mise en place d'une nouvelle cour d'assises spéciale qui est instituée spécialement pour l'occasion par la loi du 9 septembre 86 et dont une des caractéristiques, c'est l'absence de juré. Donc on invente une juridiction pour juger Georges. Troisièmement, un amendement à cette loi, voté en décembre, qui permet à cette cour de juger rétroactivement. Sinon, Georges n'aurait pas pu être jugé. Quatrièmement, un État comme les USA qui se porte partie civile. Cinquièmement, un État étranger qui fait pression sur la justice française de nouveau. Sixièmement, des pseudo-preuves qui sont ridiculisées dans la plaidoirie, à tel point que même le procureur ne demande pas la perpétuité, la veille du verdict, mais simplement une dizaine d'années. Et enfin, une presse qui réagit à la demande du procureur pour faire pression sur le procureur. En dépit de ces faits scandaleux, Georges Ibrahim Abdallah est condamné le lendemain à perpétuité et l'État refuse de le rejuger. Entre-temps, les camarades de Georges qui ont effectivement exécuté les deux militaires, se sont rendus publics, se sont fait connaître. Les responsables des attentats de 86 ont été arrêtés et ont avoué et ont été libérés. Acte 7, le refus de l'État français de l'aménagement de peine dont peut bénéficier tout détenu après 15 ans d'emprisonnement. Toutes les fois où Georges va demander l'exercice de ce droit, on va lui demander quoi ? Êtes-vous prêt ? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ? Est-ce que vous condamnez la violence ? Est-ce que vous condamnez le terrorisme en Palestine et au Liban ? Et comme Georges refuse de se renier, il est maintenu en prison. Jusqu'à ce qu'un juge ait le courage, effectivement, de considérer qu'il était libérable, à condition, il ne va pas jusqu'au bout de son courage, à condition que le ministre de l'Intérieur prenne un arrêté d'expulsion. On va avoir la succession de plusieurs ministres de l'Intérieur, de droite comme de la dite gauche, sans que cet arrêté d'expulsion ne soit promulgué. Georges était le seul étranger en France à rêver d'être expulsé. La dernière demande de libération conditionnelle, on a eu un pas supplémentaire en avant qui est lié à notre mobilisation. Ceux qui pensent que ça ne sert à rien, les 2 dernières années ont vu monter les mobilisations. Jusqu'à présent, il y avait 2-3 villes qui bougeaient. Aujourd'hui, la dernière fois où on a eu une journée nationale de mobilisation, c'est près d'une centaine de villes. Et les renseignements généraux font leur travail. Et donc, ils voient bien qu'une prise de conscience qu'on est sorti de l'isolement. Et donc,
on a décidé effectivement, l'État français voulait se débarrasser de la charge qu'était Georges. En gros, notre nuisance faisait que la libération de Georges était possible. Nous étions pleins d'espoir. Et il y a eu une nouvelle fois une pression du gouvernement états-unien. L'État français a donc décidé de demander à Georges de dédommager le gouvernement états-unien. Bien entendu, il est hors de question pour Georges, il l'a toujours dit, de donner le moindre euro à un gouvernement qu'il estime responsable des assassinats en Palestine et au Liban. Et donc c'est une manière de renvoyer la non-libération de Georges à sa propre responsabilité. C'est dire, si je souligne tout cela, que nous devons prendre la mesure de notre responsabilité lorsque nous habitons dans un pays qui a une place aussi importante dans le devenir de certains peuples. Ça n'est pas simplement une solidarité extérieure. Nous n'habitons pas un pays qui serait un pays qui n'a rien à voir avec la Kanaki ou qui n'a rien à voir avec la Palestine. Nous sommes dans un pays dans lequel notre responsabilité est engagée. Et donc la question de la solidarité avec Georges, comme d'ailleurs la question du soutien au peuple palestinien, ça n'est pas une question de solidarité extérieure, c'est une question de prise de responsabilité. Il n'y a pas de solution en Palestine tant que les grandes puissances ne perdront pas plus à soutenir Israël qu'à ne plus le soutenir. Il n'y aura pas de libération de Georges tant que le gouvernement français ne perdra pas plus à le maintenir en prison qu'à le libérer. Comme disait Marx, il faut rendre la honte plus honteuse. Eh bien, rendons la honte plus honteuse pour qu'il libère notre camarade. Bravo. Donc moi, je vais effectivement vous parler de la situation en Kanaki, cette terre des antipodes que certains appellent Kanaki et d'autres Nouvelle-Calédonie, et qu'on peut appeler Kanaki, Kanaki Nouvelle-Calédonie, etc., le Caillou, le pays. Peut-être sur un autre registre, parce que moi, je vais pas vous faire une biographie de Christian et sa trajectoire, etc., mais peut-être plutôt rappeler le canevas historique ou l'histoire longue dans lequel la lutte de l'année dernière a surgi, et ce qui a conduit à l'emprisonnement de Christian et de ses camarades depuis bientôt 1 an. Mais évidemment, ça s'inscrit directement dans la continuité de ce qui a été dit, en ce sens que l'État français, la France, et donc aussi le peuple français, est très directement lié à cette histoire. Donc ça a beau être une histoire lointaine des antipodes, et on s'est rendu compte à l'occasion de ce qui s'est passé l'année dernière, de cette irruption, ce soulèvement de mai 2024, que dans l'Hexagone, quasiment personne ne comprenait l'histoire calédonienne. À certains égards, contrairement en partie, même si on ne connaît pas tous les rouages dont tu as parlé sur le cas de Georges Abdallah, mais disons que le dossier calédonien, c'est le gros lapsus, le dossier palestinien, je veux dire, est connu, s'inscrit dans une histoire longue, et il y a des événements réguliers, d'une certaine façon, qui maintiennent une connaissance de base à minima. Mais la particularité du dossier calédonien, c'est que c'est un territoire des antipodes qui a été colonisé par la France. Je vous dirai un peu pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé. Mais en France, on est très ignorant de cette histoire. Et puis, sauf dans les années 80, où il y a eu un soulèvement et un début de guerre locale, de libération, etc., ce qu'on appelle encore là-bas pudiquement les événements, entre guillemets, où d'un coup, ce caillou du bout du monde a surgi dans l'actualité nationale, et là, on en a beaucoup parlé à ce moment-là, en particulier dans la période, disons, semi-insurrectionnelle 84-88. Et donc à ce moment-là, d'ailleurs, le personnel politique français a un peu découvert tout ça, le personnel médiatique, les intellectuels. Et puis après, il y a eu une série d'accords politiques, de compromis qui ont ramené la paix dans le pays. Et avec la paix, l'oubli a fait son œuvre ici. Le temps a passé, les générations politiques et médiatiques sont passées, mais aussi dans les cercles militants. Il n'y avait plus un chat, en gros, sur la Kanaki pendant une trentaine d'années. Et puis, paf, là, quand ça a ressurgi, en fait, on s'est rendu compte qu'ici, plus personne ne comprenait vraiment, à part quelques gens qui connaissent le pays, ou les gens du pays, mais en fait, il n'y a pas de grande communauté diasporique kanak ici en France. Et donc, en fait, il y avait plus personne ne comprenait rien, quoi. Ce qui a permis dans un premier temps, notamment à l'État,
d'abord de mener cette réforme électorale à marche forcée alors que c'était foncé dans le mur, mais avec une espèce d'arrogance toute macroniste, et puis après de faire des contre-feux médiatiques en disant mais c'est la faute aux ingérences étrangères, à l'Azerbaïdjan, etc., etc. Donc c'est pour ça que les quelques personnes qui connaissent un peu, donc les milieux militants se sont regroupés, les milieux de gauche, les milieux de solidarité kanak, sur un plan médiatique, disons, les quelques gens qui connaissent un peu le dossier, éventuellement des chercheurs, sont intervenus dans les médias pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et à titre personnel, moi, j'ai été très sollicité dans les médias en mai-juin. Et suite à ça, j'ai décidé, quand ça s'est un peu calmé, d'écrire un livre pour justement donner un peu une clé, parce qu'il y avait, depuis une trentaine d'années, il n'y avait plus vraiment un livre comme ça qui permet de faire disons, un point global sur le dossier calédonien et pour comprendre l'enjeu de la décolonisation, puisqu'en fait, vraiment le cœur est là, et la France est un État colonial qui n'a pas décolonisé entièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, ce pays. Et donc c'est aussi en notre nom à nous tous que l'État agit là-bas. Donc c'est important de comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé très schématiquement? Il faut replacer ça dans une histoire longue. Et savoir que la Calédonie, donc cette terre qui n'avait pas de nom unifié avant l'arrivée des Blancs, schématiquement, c'est James Cook à la fin du 18e qui a dit tiens, ça me rappelle l'Écosse, c'est joli, on va appeler ça la Nouvelle-Calédonie, puisque la Calédonie c'est le nom de l'Écosse. Et donc cette terre des antipodes, elle a été colonisée par la France au milieu du 19e siècle avec une vocation essentielle et qui la spécifie dans l'histoire impériale française, ça a été d'en faire une colonie de peuplement. On en a parlé tout à l'heure. Et de fait, les situations coloniales, selon qu'elles sont de peuplement ou pas de peuplement, c'est pas le même contexte du tout qui se met en place. Et là, il y a eu cette volonté de faire, donc dans l'Empire français, en fait, il y en avait la principale colonie de peuplement et qu'on connaît tous évidemment ici beaucoup plus parce qu'elle est à plein d'égards beaucoup plus près dans tous les sens du terme, c'est l'Algérie. Mais il y avait aussi cette colonie-là qui d'abord a été annexée, colonisée par la France pour y envoyer des bagnards. Donc d'abord, ça a été une colonie pénale où en fait les classes dangereuses, classes laborieuses, etc. de la France du Second Empire étaient expulsées aux antipodes avec l'idée que d'abord on voulait s'en débarrasser ici, c'était la première logique de ce peuplement. La deuxième, c'est qu'ils allaient là-bas pour expier leurs fautes en faisant des travaux forcés, en construisant des routes, etc. Mais il y avait une troisième voie originale de rachat par la colonisation. C'est-à-dire de dire à tous ces forçats, ces condamnés, on vous envoie au bout du monde, vous allez casser des cailloux, mais à la fin, si vous êtes méritant, si vous vous comportez bien, si vous êtes des prisonniers modèles, vous pourrez devenir des petits colons là-bas, on vous mettra sur un lopin de terre, et puis là, vous pourrez faire pousser du café, et vous pourrez vous reconstruire une autre vie. Sachant qu'ils n'avaient pas le choix. En gros, schématiquement, s'ils étaient condamnés à moins de 8 ans de travaux forcés, ils devaient faire les 8 ans de travaux forcés, puis après rester 8 ans dans la colonie, et après ils pouvaient partir. Et tous ceux qui étaient condamnés au-delà de 8 ans, ils devaient rester à vie, même après leur libération. Donc il y avait un élément de perpétuité, de colonisation à perpète, quoi. Voilà. Ils étaient condamnés, comme on a dit, condamnés à devenir colons. Donc il y a eu ces vagues de colons pénaux, puis après il y a eu aussi des colons libres qui sont venus librement. On a fait venir après des ouvriers d'Asie, des coulis asiatiques, des gens d'autres îles du Pacifique, etc., etc. Ce qui se passe évidemment, et là ça fait très directement écho avec le dossier de la Palestine, si vous voulez créer une nouvelle société locale, une nouvelle société blanche, comme sur le modèle d'ailleurs de l'Australie voisine, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Canada, etc., il faut de la place. C'est ça le problème. Donc il faut de la terre. Et donc, avec la création de cette nouvelle société blanche entre guillemets, parce qu'en fait il y avait des blancs, puis des blancs métissés, puis etc., mais bon, des forçats que les blancs libres considéraient un peu comme des sous-blancs, etc. Bon bref, mais si vous voulez créer cette société coloniale, il faut de la place. Donc, la création de cette société coloniale est allée de pair avec des vagues de spoliation foncière massive. Donc, soit par l'armée avant l'arrivée des colons, qui chassaient les Kanaks de leur terre ancestrale, donc les Kanaks étant le peuple autochtone de ce pays présent depuis 3000 ans, inscrit dans une histoire longue de ce pays, voilà. Et donc, soit l'armée chassait les gens afin d'allotir les terres en prévision des nouveaux colons, soit c'était les éleveurs avec leur troupeau de bétail,
dévastant les plantations parce que les Kanaks sont des horticulteurs, qui repoussaient les gens, et puis après l'administration venait officialiser. Donc il y avait à la fois un aspect de, soit c'était disons les éleveurs sur une logique privée d'expansion comme ça, hors la loi, si je puis dire, hors la loi coloniale, et puis après l'administration venait officialiser ça, soit à l'inverse, c'était l'armée qui d'abord faisait le ménage pour après dire ces terres Kanaks vont devenir des terres de colonisation. Tant et si bien que sur l'île principale qu'on appelle la Grande Terre, qui fait schématiquement 400 km de long sur une cinquantaine de large, au bout d'une cinquantaine d'années, donc au tournant des années 1900, la population autochtone Kanak était, donc on les a repoussés, puis à la fin, là où ils étaient, on leur a dit on va créer des réserves indigènes et vous allez être parqués dans ces réserves et vous n'aurez pas le droit d'en sortir. C'est le seul cas dans l'Empire français. C'est le seul cas où on a créé des réserves, un peu comme sur le modèle des réserves aux États-Unis. Et donc, au début des années 1900, les Kanaks étaient sur des terres qui représentaient moins de 8% de la superficie de cette immense île. Donc, en gros, c'était le moment maximum où ils étaient relégués. Et finalement, il y avait au début du XXe siècle une attente explicitement dite dans les sources des Européens de la colonie, attendant que ces Kanaks disparaissent, s'éteignent. Alors, c'est comme si ça s'éteignait tout seul, mais évidemment, c'est pas une extinction naturelle, c'est le résultat d'actions humaines, un peu comme sur le modèle, encore une fois, en fait, il y a toujours un contre-exemple qui revient tout le temps dans l'histoire calédonienne, et jusqu'à maintenant, c'est l'exemple de l'Australie voisine. En Tasmanie, tous les aborigènes ont été exterminés. Et donc là, il y avait cette idée aussi racialiste disant que quand une race conquérante arrive, la race inférieure, elle est condamnée à disparaître. Ah, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Par ailleurs, il y avait aussi le choc bactérien et épidémique lié au fait que ces populations de Calédonie, comme dans tout le Pacifique, n'étaient pas immunisées face à des maladies amenées, et comme quelques siècles plus tôt aux Amériques, face aux maladies amenées par les Européens. Donc en fait, et de fait, on sait, alors on n'a pas les chiffres précis de la population kanak à la veille du contact, mais on sait que la dépopulation a été absolument massive entre le choc bactériologique, le vol des terres, la disparition des moyens de subsistance, donc la famine, les guerres, la répression des guerres, puisqu'en fait, face à ces mouvements d'invasion coloniale, il y a eu toute une série de guerres qui ont entraîné de la répression et encore plus de spoliation. Et finalement, ce qu'il faut aussi comprendre, pour comprendre la vigueur de la lutte aujourd'hui, c'est que la lutte d'aujourd'hui est pensée toujours dans la continuité de ces anciennes guerres, en fait. Il y a un continuum de colonisation et un continuum de résistance qui a pris différentes formes, qui n'a pas été pensé de la même manière au fil du temps, mais néanmoins, il y a quelque chose qu'on retrouve et qui fait aussi écho à cette, d'une certaine façon, cette peur viscérale de disparaître. En tout cas, cette volonté de résister face au rouleau compresseur colonial. Donc, voilà ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Les Kanaks étaient juridiquement des sujets indigènes non citoyens, donc ils n'avaient pas de droit politique. C'était des nationaux français, mais qui ne pouvaient pas participer à la souveraineté par son expression parce qu'ils n'avaient pas le droit de vote. Ce qui veut dire aussi que l'enjeu de qui peut voter ou qui peut pas voter dans ce pays, c'est une très vieille histoire. Or là, vous savez peut-être qu'il y a un an, le pays a explosé à cause d'une question électorale. Mais précisément, c'est une vieille question et une question sensible, en particulier dans les colonies de peuplement. Pas de droit politique, un régime pénal extrêmement répressif qu'on appelle le régime de l'indigénat, où il y avait un certain nombre d'infractions spéciales réservées aux indigènes, et ces infractions, elles n'étaient pas jugées par le pouvoir judiciaire, mais par le pouvoir administratif, contrairement à la logique de séparation des pouvoirs. Donc, il faut vraiment savoir que la France aux colonies a fait tout à fait l'inverse de ce qu'elle prône. Il n'y a peut-être pas qu'aux colonies, mais en tout cas là, c'est particulièrement saisissant. Et puis le maintien d'un droit civil spécifique qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Je suis obligé d'aller très vite. On est arrivé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à une situation où au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Kanaks représentent plus que, ou encore, c'est selon comment on voit les choses, 50% de la population. Donc, en 1774, ils étaient 100%, évidemment. Au milieu du 19e siècle, ils ne sont plus que 50% de la population, donc c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Face à eux, il y a à peu près, schématiquement à l'époque, en 46, 30% d'Européens et puis 20% de travailleurs venus d'Asie, du Vietnam, de Java, de Japon et puis un petit peu des îles du Pacifique après. Bon. Et
il y a quelque chose d'important à ce moment-là, c'est que les Kanaks, l'entrée en politique, puisqu'après 1946, ils deviennent citoyens français, donc ils rentrent en politique. Et se pose à ce moment-là une question qui est, si tous ces gens-là se mettent à voter d'un seul bloc, ils pourraient prendre la majorité quasiment, donc renverser les équilibres politiques. Du coup, il y a une très longue histoire de comment on va faire pour que les Kanaks exercent leur citoyenneté sans remettre en cause tout cet héritage colonial, les spoliations foncières, le racisme, les discriminations. Bon, je suis obligé de passer très vite, mais schématiquement, le vote kanak va être très fortement contrôlé et enserré par les organisations missionnaires qui étaient très implantées et qui vont conduire à ce que la participation politique n'entraîne pas de remise en cause frontale de l'héritage colonial. Donc, contrairement à d'autres territoires, l'Algérie, l'Indochine, Madagascar, le Cameroun, etc., il y a des débuts de révolte qui sont tués dans l'œuf et il n'y a pas de grand mouvement anticolonial dans les années 50. Donc, pour plein de paramètres. Ce qui fait qu'en fait, ce mouvement-là, véritablement anticolonial radical, va arriver une vingtaine d'années après, avec une nouvelle génération d'intellectuels kanaks. Un des héritages coloniaux les plus lourds qui pèsent encore sur le destin de la Kanaky, c'est notamment l'école à l'époque coloniale. Donc, à l'époque coloniale, il y avait une école complètement séparée pour les indigènes qui n'amenait à aucune voie d'accès aux études supérieures, absolument aucune. Donc, le premier bachelier kanak, c'est en 1962. Donc, c'est extrêmement tardif. Et ça vous dit quelque chose aussi de ce que ça veut dire en vrai qu'un héritage colonial. C'est notamment qu'il n'y a aucune élite intellectuelle qui peut émerger. Il y a des gens qui passent par les écoles des missions, mais il n'y a pas une grande voie d'accès. Donc les tout premiers étudiants kanaks qui viennent dans les universités ici dans l'Hexagone, c'est dans les années 60, fin des années 60. Et là, cette génération va être très directement, influencé par les mouvements de l'époque, les mouvements de libération des années 60, le tiers-mondisme, l'anticolonialisme, les étudiants africains, asiatiques, la théologie de la libération, mai 68 pour certains. Et tous ces gens-là vont rentrer dans le pays au tournant des années 70 avec un nouveau regard et ils vont dire, mais en fait, on continue de subir un colonialisme, bien que la Calédonie ne soit plus officiellement une colonie, puisqu'elle est devenue territoire d'outre-mer depuis 1946, mais en réalité, la structure sociale du pays n'a pas changé, on reste une colonie. L'identité kanak, elle est méprisée, il y a un mépris général sur notre culture, toujours dans un héritage de cette vision racialiste qui plaçait les Kanaks tout en bas de l'échelle de l'humanité, c'est des sauvages, etc. Ils n'ont pas de culture, enfin bref, voilà, une espèce de primitivisme exotique qui s'est maintenu dans la société blanche locale. Les terres toujours massivement accaparées par les Européens pendant que les Kanaks sont parqués dans des réserves dans lesquelles, avec l'augmentation de la population, les moyens de subsistance sont de plus en plus difficiles, donc des inégalités tous azimuts. Et donc, dans les années 70, schématiquement, à l'impulsion de cette nouvelle génération d'élites politiques kanak, il y a une demande de décolonisation. On veut la décolonisation, à bas le colonialisme, et ça se traduit rapidement par décolonisation égale indépendance. Et on veut l'indépendance kanak, et on veut l'indépendance kanak et socialiste. Et peu à peu, ça se construit autour de cette revendication. Face à ça, les non-kanaks vont massivement rejoindre le camp contre l'indépendance. Donc, à la fin des années 70, début des années 80, on arrive à une situation de bipolarisation politique qui est aussi raciale, ethnique, très forte. C'est que l'immense majorité de la population kanak demande la décolonisation par l'indépendance et l'immense majorité de la population non kanak demande le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Maintenant, il y a un point décisif, c'est que, je vous l'ai dit, l'histoire coloniale elle a été marquée par plusieurs vagues de peuplement non kanak, européens ou asiatiques, océaniens, etc. Et que ça s'est schématiquement stabilisé, arrêté dans les années 1920. Mais dans les années 1960, alors qu'on parle plus du tout de peuplement colonial, ce sont plus des termes qui sont évidemment dans le référentiel politique français, mais en pratique, il y a une explosion du secteur du nickel dans le monde, liée au développement de l'aéronautique, de l'armement, etc. Or, la Calédonie est un des pays qui détient le plus de réserves de nickel au monde.
Donc va y avoir un grand moment économique, de développement économique, qu'on appelle le boom du nickel, avec une explosion de la demande, etc. Et donc ça va devenir la poule aux œufs d'or. Et une nouvelle vague de migrants venant de l'Hexagone vont aller s'installer en Nouvelle-Calédonie. Également des gens venant d'autres territoires français du Pacifique, Tahiti, Wallis et Futuna, venant s'installer parce que, en gros, c'est un lieu d'opportunité politique. Tant et si bien que les Kanaks vont devenir pour la première fois minoritaires. Ils vont représenter plus que 40% de la population à ce moment-là. Or, c'est le moment, je vous l'ai expliqué, où ils deviennent indépendantistes. Et donc, ils disent, nous, on veut l'indépendance. Très bien. L'État dit, très bien, mais on va faire un vote. À ce moment-là, on va voter. Or, en République française, un homme égale une voix. Ce sont nos principes démocratiques. C'est la France. Donc, un homme égale une voix. Et donc, tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie vont voter. Les Kanaks sont minoritaires donc, si vous faites un vote, en fait, ils perdent. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que se noue quelque chose qui s'est rejoué encore le 13 mai dernier, 2024. C'est l'opposition de deux logiques politiques. D'un côté, les Kanaks disent l'autodétermination d'un territoire colonisé n'appartient qu'au peuple colonisé, au nom du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit à l'autodétermination, du droit à la décolonisation. Donc les seuls habilités à se prononcer sur le futur de ce pays et sur son lien à la France, c'est nous, c'est les Kanaks. Et face à ça, l'État et les anti-indépendantistes locaux disent non, on est des démocrates, on est des universalistes. Donc c'est tous les habitants de ce pays qui peuvent voter. Donc vous voyez qu'ici se confrontent deux logiques entre le droit français et le droit international, la logique de la décolonisation versus la logique de la démocratie. Cette confrontation-là, c'est en gros précisément autour de ce nœud-là que la situation va dégénérer et va basculer dans un début de guerre dans les années 80. C'est l'impossibilité d'entendre ou d'articuler ces deux logiques et ces deux revendications opposées. Et donc, alors je vous passe les détails, mais dans les années 80, il y a donc des manifestations qui dégénèrent, des occupations de terre, et puis des meurtres, et puis des embuscades, à la fois des affrontements entre Kanaks et Caldoches, ceux qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire les descendants des colons. Donc à la fois, il y a un aspect de guerre civile, il y a aussi un aspect de guerre coloniale entre l'armée française contre les Kanaks indépendantistes, etc., qui va culminer dans l'affaire que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est l'affaire dite de la grotte d'Ouvéa en 1988. Bon. Au préalable, et donc il y a ces événements dramatiques jusqu'en 88. Et puis après, il y a des accords qui ouvrent une autre séquence. Et on est arrivé au bout de cette séquence et la violence est revenue. Je vais revenir. Mais précédemment, il y a un moment important de discussion. C'est en 83, ils font le ministre de l'Outre-mer de l'époque crée une table ronde entre les principaux partis du territoire pour essayer de trouver une issue à cette opposition. Et à ce moment-là, par rapport à l'acceptation de qui peut participer ou pas à se prononcer sur l'avenir de ce pays, les indépendantistes vont faire un geste fort, assez unique, contraint et forcé par la situation aussi. C'est pas, voilà. Ils vont dire, écoutez, si vous reconnaissez à l'État, si vous reconnaissez notre droit inné et actif, inaliénable à l'indépendance, nous, on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec un certain nombre de non-Kanaks. Toute la question, c'est qui ? Et quelle est la limite ? Voilà. Et donc, alors, il y a une discussion à ce moment-là. Finalement, le principal parti loyaliste ne va pas signer la déclaration, donc de toute façon, ça va pas porter. Mais néanmoins, c'est cette logique qu'on va retrouver après dans les autres accords. Ce qu'ils disent en 83, à ce moment-là, c'est nous, peuple kanak, en tant que peuple colonisé, c'est nous qui avons le droit à l'autodétermination. Nous acceptons de l'ouvrir à ceux qui sont là depuis très longtemps. Aux descendants des bagnards, aux descendants des colons, aux descendants des coulis, à tous ceux qui sont là depuis plusieurs générations,
que l'Hexagone a rejeté. Par exemple, les forçats, on peut pas dire vous allez pas nous la faire bleu, blanc, rouge, j'adore cette patrie, parce que votre grand-père, en fait, il a été envoyé au bout du monde, on l'a expulsé. Puis il faut savoir que parmi les bagnards, il y avait même des insurgés d'Algérie, des Kabyles, en révolte contre l'ordre colonial en Algérie, qui ont été envoyés aux antipodes, où le bagne les a transformés en colons pénaux. Donc c'est quand même un truc assez fou. Donc tous ces gens-là, en disant, tous ces gens-là font partie de ce pays maintenant. Ils se sont enracinés, c'est pas le peuple autochtone, mais depuis des générations, ils sont là. Ils n'ont plus d'autres terres que celle-ci. Le lien avec la France, il a été coupé au fil du temps, au fil des générations. Et il y a une espèce de politique de la main tendue en disant à ces gens-là, on partage notre droit à l'autodétermination avec vous, venez bâtir avec nous l'indépendance du pays. Venez bâtir avec nous un État souverain, émancipons-nous ensemble. C'est un peu ça le pari de Nainville-les-Roches, de ce moment de 83. Cette main tendue ne va pas être saisie par le parti d'en face. Au contraire, il va y avoir un backlash conservateur qui va amener à cette guerre des années 80. Et on arrive en 88, où Michel Rocard, juste après la Grande Ouvéa, reprend le dossier schématiquement, négocie, contraint et forcé Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, et Jacques Lafleur à un accord qui va être l'accord de Matignon, qui pendant 10 ans va repousser la question de l'indépendance en échange d'un partage du pouvoir sur le plan économique, politique, etc. Et en 88, il est décidé que ceux qui pourront se prononcer pour le référendum d'autodétermination de 98, c'est pas les victimes de l'histoire qui sont là depuis 2 générations, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient dit en 83, c'est qu'on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec les gens qui sont nés sur place, d'un parent né sur place. Donc il y avait une sorte de double droit du sol qui faisait que ceux qui étaient concernés, c'était les gens qui s'étaient implantés pendant la période coloniale, jusqu'aux années 40, mais pas après, et notamment pas tous ceux du boom du nickel arrivés dans les années 60, qui ont minorisé les Kanaks. Finalement, l'accord signé à Matignon dit tous ceux qui pourront voter sur le référendum de 1998, c'est tous les habitants français, tous les citoyens français domiciliés en Calédonie jusqu'en 88. Donc c'est beaucoup plus ouvert, extrêmement ouvert. Et dans ce corps électoral-là, qui donc, la seule restriction, c'est les gens qui s'installeront entre 88 et 98, ceux-là ne pourront pas voter. Mais tous ceux qui sont là, en 88, tous ceux qui sont là, ils voteront. Donc c'est une immense concession. Parce que du coup, dans ce corps électoral-là, les Kanaks sont minoritaires, malgré tout. Et c'est un point de bascule, en fait. C'est un point de bascule politique. C'est évidemment pas... et ça a fait énormément de débats au sein du monde kanak. Donc, ces accords ont poursuivi, et en 98, en lieu et place du référendum d'autodétermination prévu en 88, il a été décidé de faire un nouvel accord, un nouveau compromis politique qu'on appelle l'accord de Nouméa, signé donc comme en 88 par l'État, le RPCR, c'est-à-dire le principal parti anti-indépendantiste, et le FLNKS, c'est-à-dire la principale coalition indépendantiste. Et cet accord de Nouméa a dit, à partir de maintenant, en 98, on ouvre une séquence de décolonisation, très officiellement. Donc le mot décolonisation, il est dans l'accord de Nouméa. Cet accord de Nouméa, il est rentré dans la Constitution française. Donc très officiellement, depuis 98, il y a un territoire français en voie de décolonisation, c'est la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Cette décolonisation, elle se passe dans la République française, ce qui peut paraître un oxymore, une opposition dans les termes, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un découplement de la question de la décolonisation et de l'indépendance. Est-ce que décoloniser, ça veut dire avoir l'indépendance, ou bien c'est autre chose? Et cette question, elle est moins évidente qu'il n'y paraît. Je m'explique, c'est que pour un certain nombre de peuples qui ont été victimes de colonisation de peuplement et qui sont devenus extrêmement minoritaires dans leur propre pays, bien plus que les Kanaks, par exemple les Aborigènes en Australie, les Maoris en Nouvelle-Zélande, les Amérindiens, les Premières Nations au Canada, ces gens-là continuent de parler de décolonisation. Ils disent « nous sommes
des gens colonisés. Mais on veut sortir de ce contentieux colonial, pas par l'indépendance. Au contraire, l'Australie, elle est déjà indépendante de la Grande-Bretagne. Mais c'est pas une indépendance blanche qui améliore le sort des aborigènes. Pas du tout. Et pareil aux États-Unis, évidemment. Etc. Donc, le discours, c'est on peut penser la décolonisation par d'autres voies que la création d'un État-nation. Ça peut passer par des droits pour les peuples autochtones, etc. Voilà. Et de ce point de vue-là, donc si vous voulez, schématiquement, il y a deux grandes voies de la décolonisation. Il y a la décolonisation par l'indépendance et la création d'un État-nation dans une perspective nationaliste. Et puis, il y a la décolonisation par des droits spécifiques réservés aux peuples autochtones à l'intérieur des États existants. Par exemple, en Amérique latine, il n'y a aucun peuple autochtone d'Amérique latine qui demande l'indépendance. C'est pas ça l'enjeu. Donc, c'est vraiment en fonction des contextes qu'on décline différemment cette question-là. Et de ce point de vue-là, en Kanaki, le peuple kanak est un peu à l'intersection de ces deux positions-là. Ce qui enrichit, mais aussi complexifie le débat entre, on veut se décoloniser par l'indépendance, et ça, c'est un combat qui est chevillé au corps chez les gens, mais en même temps, on ne veut pas se décoloniser dans une indépendance blanche. Donc, il faut aussi penser à décoloniser la société locale. Autrement dit, la décolonisation dans ce pays concerne à la fois le lien politique entre la France et le territoire, mais aussi le lien social à l'intérieur du pays entre les Kanaks et les non-Kanaks. Donc il faut jouer sur les deux tableaux. Et c'est l'accord de Nouméa pendant une vingtaine d'années, avec un certain nombre d'ambiguïtés qui ont permis la signature de tous, parce que sinon ils n'auraient pas permis. Mais c'est un peu ça que l'accord de Nouméa a essayé d'organiser, très schématiquement par trois principes. Le premier, c'est un transfert progressif et irréversible de compétences de l'État français à la Nouvelle-Calédonie, à un gouvernement de la Calédonie lui-même obligatoirement collégial. Donc, si vous voulez, un processus de transfert de compétences qui fait qu'à la fin du processus, les seules compétences gérées par la France sont les compétences dites régaliennes, c'est-à-dire celles qui définissent la souveraineté de l'État, qui sont concrètement la monnaie, la police, la défense, l'ordre public, la justice. Excusez-moi, je me suis répété. La défense, la justice, la monnaie, l'ordre public et les relations internationales. Tout le reste est géré localement par un gouvernement local. Voilà. Pour éviter que ce processus vers la souveraineté devienne un processus de souveraineté blanche, entre guillemets, un autre point central de l'accord de Nouméa, c'est la reconnaissance officielle de l'identité kanak. La reconnaissance préalable de l'identité kanak, c'est une façon de dire on ne fait pas ce processus d'émancipation progressif de la Calédonie vis-à-vis de la France, sans oublier la place centrale des Kanaks. D'ailleurs, l'accord de Nouméa dit bien que les Kanaks, ils parlent du peuple kanak, et les autres, ce sont des communautés. Or, là encore, je vous le dis, l'accord de Nouméa, il est dans la Constitution française. Donc aujourd'hui, l'État français reconnaît l'existence de deux peuples, le peuple français et le peuple kanak. Les autres, non. Voilà. Donc, promotion de reconnaissance de l'identité kanak par tout un nombre de dispositifs culturels, juridiques, coutumiers, fonciers, linguistiques, etc., qui ont leur portée et leurs limites. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis le troisième dossier essentiel de cette décolonisation, ça a été la création d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, rassemblant les Kanaks et les autres dans une communauté citoyenne en devenir. Et d'une certaine façon, donc c'est une actualisation de ce projet, de cette main tendue de l'accord de Nainville-Roche de 83 avec ceux qu'ils appelaient les victimes de l'histoire, c'est-à-dire il y a le peuple kanak, il y a tous ceux qui au fil du temps ne font plus partie d'un autre pays que celui-là, et tous ensemble on construit une citoyenneté qui nous amène sur un chemin d'émancipation. C'était ça, globalement, le projet. Donc le projet était intéressant, sa mise en œuvre a été beaucoup plus complexe, etc. Je rentre pas dans les détails. Il y a eu une séquence, à la fin du processus, il y a eu des référendums pour savoir si finalement la Calédonie s'émancipait. Là encore, je suis obligé d'aller vite. Les deux premiers se sont bien passés. Il y a eu une montée en puissance du vote indépendantiste. Et après le deuxième référendum, quand
vu la réduction des écarts et la dynamique électorale du côté indépendantiste, tout le monde a compris que le troisième et dernier référendum, qui était le référendum décisif, il pouvait être réellement gagné par les partisans du oui à l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, comme par hasard, l'État français est sorti de l'attitude dite d'impartialité qu'il avait acquise et mise en œuvre depuis Michel Rocard, et sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, ministre de l'Outre-mer, il y a eu un engagement très fort du côté loyaliste à plusieurs égards. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, tant et si bien que ce troisième référendum, le dernier référendum, a été boycotté par les indépendantistes. Donc il y a eu une victoire à 96% pour le non, mais il y a eu 56% d'abstention. C'est-à-dire que le peuple kanak n'a pas voté, et même plus. Parce que pour avoir 56% d'abstention, c'est non seulement le peuple kanak n'a pas participé à ce référendum, mais d'autres n'ont pas participé à ce référendum. Et c'est à partir de ce moment-là que le processus a complètement déraillé, puisqu'en fait, d'un côté, les anti-indépendantistes et l'État français a dit il n'y a aucun problème, les 3 référendums se sont tenus, les gens ont bien le droit de s'abstenir s'ils veulent, mais 3 fois non c'est non, le dernier référendum décisif c'est non, alors que les Kanaks ont dit un référendum de décolonisation sans la participation du peuple colonisé, ça n'a aucun sens. Or nous n'avons pas participé à ce référendum, donc à partir de là, on le considère comme nul et non avenu. Et à partir de là, surtout la confiance qui avait été difficilement bâtie par Rocard et la suite entre l'État et les indépendantistes a été complètement rompue. Ce faisant, et j'en termine par là, ce faisant, le projet, une fois que ces référendums ont été terminés, les loyalistes ont dit maintenant l'accord de Nouméa il est terminé, donc tous les dispositifs héritiers de cette histoire longue et de compromis pour savoir qui fait partie du pays et qui n'en fait pas partie sont caducs, et en particulier la limitation du corps électoral. Le fait que tous les Français qui vivent en Nouvelle-Calédonie ne sont pas des citoyens calédoniens, que finalement le périmètre qu'a défini l'accord de Nouméa de qui fait partie, qui fait peuple autour du peuple kanak, qui est engagé dans ce processus d'émancipation inclusif et citoyenne, ce que disait l'accord de Nouméa, c'est tous les Français qui sont arrivés jusqu'en 98 et qui justifient de 10 années de résidence, mais pas ceux qui sont arrivés après. C'est-à-dire ceux qui sont arrivés en Calédonie après le début officiel du processus de décolonisation sont censés savoir qu'ils ont mis les pieds dans un pays qui est en train de s'émanciper. Donc ils ne peuvent pas s'y installer comme ils s'installeraient à Nice ou à Strasbourg ou à Lille et penser qu'ils sont là en France, qu'il n'y a pas de problème. C'est un pays qui essaie de s'émanciper. Donc, or, cette communauté citoyenne calédonienne, elle se définissait par ceux qui peuvent voter. Donc il y a un certain nombre de gens, tous les gens qui sont arrivés depuis 1998 en Calédonie, en 2000, en 2005, en 2010, ils ne peuvent pas voter aux élections, parce qu'ils ne font pas partie de cette histoire coloniale complexe, et donc ils ne font pas partie de cette dynamique de réconciliation postcoloniale dans un projet émancipateur commun. Or c'est cette loi de limitation du corps électoral que les loyalistes et l'État macroniste a voulu faire sauter. Tout le monde leur a dit de toutes parts, ne faites surtout pas ça, parce que si vous touchez au corps électoral, vous déterrez la hache de guerre, parce que finalement c'est l'outil principal de protection du peuple kanak contre les effets de la colonisation de peuplement, c'est-à-dire de la minorisation électorale et démographique. C'est pour ça que parmi les partis indépendantistes, plusieurs ont décidé de créer une cellule de coordination des actions de terrain pour faire des grandes manifestations pendant 6 mois pour dire on s'oppose au dégel du corps électoral. Il faut savoir que ces manifestations faites par la CCAT, elles étaient particulièrement disciplinées, elles ont suscité un immense élan populaire, il y avait des familles entières et ça a été un moment d'une certaine façon de revitalisation, de fierté d'être kanak et de dire on continue à s'inscrire dans cette lutte pour l'indépendance. Ça n'a pas été entendu. La droite, extrême droite et les macronistes sont passés en force. Et à partir de ce moment-là, la CCAT a monté d'un cran sa mobilisation en disant on va bloquer le pays, on va faire des barrages. Les heurts avec les forces de l'ordre ont commencé et à partir de là, la situation a complètement explosé. Et quelques semaines plus tard, on a 14 morts tués par balle, 2 milliards
de dégâts, une économie à terre, un pays à terre, la haine qui ressort, et puis les leaders de la CCAT qui ont été accusés d'être les commanditaires des dites exactions, des destructions, l'emprisonnement en détention provisoire, l'exil en métropole, et on est là depuis bientôt 1 an, et Bichoutéen est toujours à Mulhouse, en détention provisoire, ce qui est un effet, un espèce d'écho de la déportation incroyable, puisque vous l'avez compris, la Calédonie, c'est une terre de déportation. Donc en fait, on a déporté les bagnards en Calédonie, mais quand les chefs se rebellaient à l'époque coloniale, on les déportait au bagne en Indochine, à Tahiti, à je ne sais où. Et là, de nouveau, on a rejoué ça, ce qui fait penser évidemment aux gens que c'est toujours la même histoire qui se répète sous une nouvelle forme et qu'en 2024, on est encore dans ce contentieux colonial dont on n'arrive pas à sortir. Et je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Voilà, je m'arrête là. Je vous demande rapidement votre attention parce que ce soir, on a la chance du coup d'accueillir Frédéric Muliava, que j'invite du coup à venir à la tribune si elle m'entend, qui du coup est une des 7 déportés Kanak qui fait partie du CCAT, donc l'organisation qui a été créée suite à l'annonce du dégel du corps électoral et qui du coup mène la lutte en Kanaki depuis mars 2023. Donc voilà, je pense qu'on peut l'applaudir et on va lui accorder 5 petites minutes. Bonsoir tout le monde, merci pour votre accueil. Alors c'était pas prévu que je sois là, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, je suis ravie d'être ici, c'est en plus la première fois pour moi Strasbourg, que je viens à Strasbourg, pardon. Donc je voudrais tout d'abord remercier le collectif Solidarité Kanaki 67 et 68, et puis toutes les organisations qui sont présentes ce soir, ou peut-être qui ne le sont pas, mais en tout cas merci de vous être ralliés à notre cause et de nous soutenir et de faire en sorte de rendre visible la répression coloniale que le peuple kanak subit depuis des années, mais qui s'est aggravée depuis mai 2024. Et merci à vous aussi de faire flotter le drapeau de la Kanaki en Alsace. Alors effectivement, avec Christian Théin, je fais partie des 7 militants indépendantistes qui ont été transférés l'année dernière. Donc, j'ai été arrêtée le mercredi 19 juin à mon domicile, au pied du lit, avec un dispositif de force de l'ordre démesuré à domicile, dans le quartier, aux alentours. Et donc, j'ai fait plus de 72 heures de garde à vue. Une garde à vue qui était très très difficile, c'était la première fois de ma vie et j'espère que ce sera la dernière. On m'a réveillée dans la nuit, j'ai été entravée au niveau du poignet, donc j'ai dormi avec le poignet, avec le bras en l'air. Et puis voilà, un certain nombre d'auditions, on a très peu mangé, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas beaucoup mangé. C'était très difficile psychologiquement de tenir. Et puis donc au bout de 72 heures, nous avons été présentés devant les juges et c'est là que nous avons appris que nous allions partir en détention provisoire. Pour ma part, on m'a annoncé que j'allais être en détention à la prison de Riom. Alors j'étais vraiment en état de choc parce que je ne savais pas c'était où Riom. Je ne savais même pas où c'était dans le monde. Donc on m'a expliqué que c'était pas très loin de Clermont-Ferrand. Donc à la suite de cette décision de justice, j'ai, avec mes camarades, été embarqués dans un avion militaire. Nous avons fait un voyage de 30 heures, menotté, sanglé, avec la possibilité de manger et d'aller aux toilettes, mais il fallait laisser les toilettes ouvertes. Alors l'avion militaire était quand même rempli de personnel militaire et principalement des hommes. Donc c'était très humiliant, mais je crois que c'était le but. Donc après ces 30 heures de vol, j'ai fait encore un peu de route jusqu'à Riom et donc j'ai fait 17 jours de détention provisoire en isolement.
J'ai eu la chance, contrairement aux 5 autres camarades, dont Christian Théin, d'en sortir au bout de 17 jours avec ma petite sœur Brenda, qui elle est sur Montpellier aujourd'hui. Et ensuite, j'ai porté le bracelet électronique avec une assignation à résidence. J'ai des parfaits inconnus, des personnes que je ne connaissais pas, mais qui ont été formidables et qui m'ont aidé à reprendre le dessus. Donc 3 heures de sortie par jour pendant 3 mois. Voilà, c'était mon quotidien. Et puis il fallait se remettre de ce choc et se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas des criminels, on est des résistants avant tout. Donc ensuite, on m'a enlevé le bracelet électronique et j'ai été donc placée sous contrôle judiciaire avec un pointage très contraignant, 3 fois par semaine. Et puis depuis la journée de 8 mars, et j'ai vu votre belle mobilisation ce jour-là, j'ai eu la bonne nouvelle qu'on me permette de me déplacer dans l'Hexagone, sur le territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, je ne peux toujours pas rentrer chez moi, mais je peux au moins sortir du Puy-de-Dôme. Et ça me fait plaisir quand même d'être avec vous ce soir. Donc ce petit mot ce soir, c'est pour témoigner que le combat du peuple kanak, c'est un combat noble. Nous ne sommes pas racistes. Ce n'est pas un combat contre le peuple français. Ce n'est pas un combat contre le beau pays qu'est la France. C'est un combat contre l'État français. C'est un combat pour notre dignité. C'est un combat pour notre liberté. Et c'est surtout un combat pour une paix durable en Kanaki qui passera obligatoirement par l'accession à la pleine souveraineté et par l'indépendance. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que Benoît a dit sur l'histoire de notre lutte et sur notre processus de décolonisation. Mais en tout cas, sachez que nous sommes toujours déterminés, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré ce que nos anciens aussi ont vécu. Parce que c'est ça qui nous a forgés, nous sommes héritiers de cette histoire. Cette lutte, elle se transmet de génération en génération. Mais on aimerait quand même qu'un jour elle puisse s'arrêter. Et puis que nos enfants ou nos petits-enfants ils puissent vivre la paix dans leur pays et qu'ils se sentent bien. Donc voilà, merci. Je vais juste conclure en ayant une pensée pour mes 5 camarades qui sont encore enfermés. Merci à vous d'être notre voix partout où vous êtes, et parce que ça nous permet de faire vivre notre combat et ça nous donne de la force tous les jours aussi, parce qu'on ne se sent pas seul. Donc j'ai une pensée pour mes 5 camarades, puis j'ai une pensée aussi pour ma petite sœur qui est à Montpellier et qui elle aussi ne peut pas encore rentrer à la maison. Mais tous les jours, on se rappelle des paroles de Christian. Christian Théin, c'est notre leader, c'est le président du FLNKS, notre mouvement de libération nationale. Et au plus fort de la crise, il nous disait toujours « priorité à Kanaki, toujours ». Merci. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir du coup passer à un temps d'échange. Ce qu'on peut faire, c'est que du coup vous levez la main si vous avez une question, une intervention, une remarque à faire, et vous allez pouvoir du coup venir devant pour du coup faire votre intervention. Une question par rapport à ce qui se passe maintenant en fait en Kanaki. Il y a Manuel Valls qui est passé. Et quelle est la suite Oui, c'est une crapule, on est d'accord. Et savoir exactement où ça en est au niveau du processus des discussions, parce que j'imagine qu'en ce moment, les valets de l'État ils sont présents, enfin les États français sont présents. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, quelles sont les propositions sur la table? Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que les loyalistes, en tout cas la partie la plus enragée, eux, ils n'ont pas abandonné leur position. Donc, où ça en est exactement? Voilà. Merci pour la question. Alors effectivement, en ce moment même, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est au pays pour entreprendre une 3e séquence de discussions. Ces discussions ont repris en début d'année. Et moi,
La seule chose que je peux vous dire ce soir, c'est la position qui est la nôtre. Si on a décidé de renouer le dialogue avec l'État français, avec tout ce qui s'est passé depuis le 12 décembre 2021, lorsqu'on nous a volé notre référendum d'autodétermination, si on a décidé de renouer le dialogue et de revenir à la table des discussions avec l'État colonisateur, c'est surtout pour porter notre voix. Et porter notre voix, c'est défendre l'accord de Kanaki. Donc ça, c'est notre position. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les accords de Matignon en 88, c'était des accords de paix et de rééquilibrage. L'accord de Nouméa en 98, c'était un accord de décolonisation, un accord politique de décolonisation. Avec tout ce qui s'est passé depuis, aujourd'hui, ça c'est notre vision et c'est notre projet et nous sommes déterminés à y arriver. Maintenant, pour ce qui concerne les non-indépendantistes, effectivement, ils défendent... ils ont une position d'extrême droite, voilà, on va pas se mentir, on va pas avoir peur des mots. Et ils défendent surtout une partition du pays. Voilà ce qu'ils défendent, c'est ça leur projet. Donc je peux vous dire juste ça pour l'instant parce qu'on attend, on attend un petit peu la suite des discussions pour en savoir plus. Et juste en ajout à ce que dit Fred, à l'heure actuelle, effectivement, quand on regarde, les positions sont très éloignées et on est sacrément loin d'un accord. Mais moi, il me semble que notamment ce qui s'est passé depuis le 13 mai 2024 devrait pousser les non-Kanaks à vraiment trancher. Jean-Marie Tjibaou, il disait à l'époque, il disait ceux qui vivent à côté de nous, ils n'ont que 2 possibilités. Il n'y en a pas 3. C'est soit ils nous soutiennent, soit ils nous nient. Du verbe nier. Donc, je pense que la paix viendra dans le pays si suffisamment de non-Kanaks comprennent enfin cette politique de la main tendue des Kanaks qui perdure, c'est-à-dire que le projet d'indépendance reste un projet inclusif en disant venez avec nous et bâtissons ensemble notre pays. Si jamais ils comprennent et ils embarquent avec eux, moi personnellement je suis convaincu qu'ils trouveront un terrain d'entente. Mais s'ils embarquent pas et qu'ils restent dans une logique coloniale tournée vers Paris et défensive, de citadelle assiégée, ce dont parlait Fred, c'est-à-dire de faire de Nouméa ou de la province sud un petit pays d'Afrique du Sud apartheid, le pays va brûler et brûler et brûler encore et encore, et il n'y aura pas d'issue, à mon avis, autrement. Donc, à certains égards, la balle est dans leur camp. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est qu'au bout d'un moment, si les non-Kanaks n'entendent pas ça, eh bien, les Kanaks diront, finalement, vous n'êtes pas concernés par la décolonisation, c'est nous et l'État, point barre. Donc, ça va y avoir l'heure de vérité à approche, à mon avis. J'avais une question, puisque là, on voit bien que cette conférence d'aujourd'hui vient d'une certaine façon lier 2 emprisonnements, 2 résistants qu'on tente d'écrabouiller, de résistance, j'ai envie de dire plus exactement. Mais la question que je voudrais poser, c'est que si on regarde ce qui se passe dans le monde depuis quelques années, de façon assez accélérée, nous avons le rappel que nous sommes des colonisateurs en Calédonie, mais nous avons le rappel parce que la France impérialiste est mise dehors d'un certain nombre d'États, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ou encore le Sénégal, sur différentes modalités. Et si on regarde bien, finalement, qu'est-ce que nous disent ces différents éléments dans l'état réel de l'impérialisme français? Qu'est-ce que, de point de vue plus général, les différents mouvements de gauche en Amérique latine, la réexistence ou la nécessité de reprise en compte de la résistance palestinienne, on était en train d'essayer de l'étouffer, de faire en sorte qu'elle disparaisse. Depuis maintenant, on est obligé de reconsidérer que la Palestine existe, que ça fait évoluer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça dit du monde, l'ensemble de ces résurgences de mouvements anticoloniaux, anti-impérialistes aujourd'hui?
Oui, d'abord sur les points communs Palestine-Kanaki, ils sont beaucoup plus nombreux que cela. Nous sommes en présence de deux espaces qui ont une dimension géostratégique essentielle pour ceux qui veulent dominer le monde. Ça n'est pas simplement par amour de la Kanaki que la France ne veut surtout pas décoloniser aujourd'hui. C'est bien dans le cadre de ses intérêts géostratégiques, dans la maîtrise de l'océan qui est un endroit de transit essentiel et où se jouent les rapports de force mondiaux, de la même façon que la Palestine souffre, son peuple souffre de sa situation géographique à l'intersection de 3 continents. Ce sont également 2 colonisations de peuplement. C'est également 2 situations dans lesquelles les rapports de force sont particulièrement disproportionnés. On n'est pas dans des rapports de force du même type que la lutte de libération nationale du peuple algérien, même s'il était déjà disproportionné, mais c'est pas comparable du tout, ni en Palestine, ni en Kanaki. On est là dans des situations dans lesquelles la force brutale dispose d'une masse d'interventions possibles pour des petits peuples. Et c'est important de l'avoir en tête parce que ça nous interroge sur nos responsabilités encore plus grandes dans ces situations-là. Et nous sommes en présence que malgré cette disproportion, malgré l'ampleur de ces enjeux, de 2 résistances qui continuent. Ce qui est un signe d'espoir pour tous les peuples. Hein. Parce qu'on aurait pu effectivement s'attendre que devant l'inégalité des possibilités de lutte, ces luttes disparaissent. C'est un indice, un espoir pour l'humanité, c'est que malgré la force brutale, quand les peuples résistent, ils peuvent tenir. Maintenant, sur la question de la période, je pense que nous sommes dans une période véritablement de basculement de l'histoire, qui est riche de plein d'espoir, mais qui est porteuse aussi de très nombreux dangers. Pourquoi basculement de l'histoire ? Parce que pour des raisons complètement non prévues, on se retrouve à un moment de l'histoire de l'humanité dans lequel la puissance hégémonique est remise en cause de plein d'endroits. Pas de manière cohérente, pas avec un projet politique, pas avec un projet économique. Simplement, à tel endroit, c'est pour préserver la souveraineté économique. À tel endroit, c'est pour revendiquer les droits nationaux. Dans un autre aspect, c'est parce qu'on ne supporte pas les sanctions de la puissance hégémonique états-unienne. Bref, il y a eu le cumul de refus de l'hégémonie qui se sont mis en place, que les BRICS incarnent dans toutes leurs contradictions. Il y a un monde multipolaire qui tente d'émerger. Et ça, c'est un signe d'espoir énorme parce que ça ouvre de nouvelles possibilités pour les peuples. Mais c'est dans ces périodes-là, justement, c'est lorsque un fauve est blessé qu'il devient dangereux. C'est lorsque une puissance impérialiste a peur de tout perdre qu'elle passe dans des dimensions de barbarie. Et donc je pense que dans cette période où l'histoire vacille, entre l'espoir d'un monde qui ne serait plus dominé par une seule puissance ou par un seul camp, et d'un autre côté, le danger d'un retour brutal de la domination, eh bien c'est là que il y a vraiment, chacun d'entre nous doit se poser la question de son engagement. Parce que ça ne peut pas se faire simplement de l'extérieur. On ne peut pas aller recoloniser le monde, réimposer une main de fer sur la Kanaki, vouloir retourner en Afrique parce qu'on a été jeté militairement d'Afrique violemment, et considérer que ça n'aura pas d'impact ici. Pour faire ça, il faut mettre au pas la société ici. Et les éléments de fascisation que l'on voit ici, la restriction des droits démocratiques, tout cela n'est pas découplé de la situation internationale. Autrement dit, il faut qu'on avance dans la prise de conscience que l'intérêt du peuple français en termes de droits démocratiques, en termes de maintien de ses conquis sociaux, et l'intérêt des peuples dominés, c'est le même intérêt. Quand on aura avancé là-dessus, on aura compris qu'il faut un vaste mouvement anticolonial en France. Je voulais revenir sur le problème de la Palestine. Cela fait plus de 75 ans maintenant que ce problème persiste. Cela fait plus de 75 ans qu'il y a des milliers de morts. Je pense qu'il est inutile d'essayer de les compter. Si on prend les derniers morts depuis le 7 octobre, dont a parlé l'intervenant tout à l'heure, qui est un acte qui a permis de remettre le problème palestinien sur la table, et ce problème est remis sur la table mondiale, tout le monde en parle, suite à un acte de résistance de ce groupe, que tout le monde appelle le Hamas. Simplement, après le 7 octobre, les débats
ici, dans notre pays, par les médias interposés, ont été totalement pipés, comme des gens qui jouent aux cartes avec des cartes trichées, avec des cartes vendues, parce que la première question qu'on posait aux gens, et on les mettait en porte-à-faux, et en défi de solidarité avec l'humanité, en leur disant « Est-ce que vous condamnez le Hamas ?» Je peux très bien ne pas condamner le Hamas et ne pas être d'accord avec la sauvagerie, la barbarie. Mais le droit international vous permet de lutter avec vos propres moyens. De par mes origines algériennes, Larry Benredi, dont parlait Saïd tout à l'heure, a répondu exactement la même chose. Donnez-moi vos avions, vos hélicoptères, et j'arrêterai de mettre des bombes dans des canas. Aujourd'hui, mon problème à moi, c'est qu'on a Poutine d'un côté, on a Trump de l'autre, on a une espèce de nouveau droit international qui se met en place, la loi du plus fort. Aujourd'hui en France, l'éveil des consciences, j'ai un peu de mal à y croire. Regardez les élections, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, municipales, à tous les niveaux, on voit bien qui est en train de gagner du terrain. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être, comme aux grandes heures du Fatah, de Yasser Arafat, de l'OLP, revenir à peut-être plus d'action d'éclat, parce que c'est toujours un rapport de force, et pour que votre maître vous respecte, il faut d'abord, je pense sincèrement, lui faire mal, et lui faire très mal. Parce que eux, pour nous faire mal, et pour faire mal aux Palestiniens, aujourd'hui, ils le font à la face du monde, et personne, absolument personne, ne dit rien. Je suis bien entendu entièrement d'accord avec ce que vous soulignez. Je voudrais juste compléter sur quelques aspects. D'abord, faisons attention de ne pas tomber dans le piège des dominants. Lorsque le roman, le narratif médiatique dominant, ça a été de ne parler que du Hamas, alors qu'en réalité, le 7 octobre est revendiqué par ce qui s'appelle la plateforme de la résistance palestinienne, qui regroupe l'ensemble des organisations de résistance, toutes tendances confondues. Ça va des marxistes du FPLP au djihad islamique, et ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre que non seulement les médias aient tout concentré sur le Hamas, mais que même dans le débat militant, on ne parle que du Hamas. Et quand je dis cela, c'est pas pour nier la place du Hamas, qui est une place qui a pris toute sa place dans la résistance. Et c'est important de voir comment le narratif nous imprègne, nous aussi, malgré nous. Sur la place du 7 octobre, il faut là aussi avoir en tête que ceux qui nient la dimension historique des faits ont tout intérêt à faire commencer l'histoire le 7 octobre. À chaque fois qu'on a voulu nier les droits d'un peuple, on a coupé du passé. On a refusé de faire les liens historiques. Et donc, si on écoute le narratif dominant, il n'y a pas de 6 octobre, il n'y a pas de 5 octobre, il n'y a pas de 4 octobre. Sauf que pour comprendre le 7 octobre, il faut regarder le 6 octobre. C'était quoi on en était où le 6 octobre? Par un investissement direct des États-Unis, soutenu par l'ensemble de l'Union européenne. On en était arrivé à des accords, les fameux accords d'Oslo, qui étaient des accords qui étaient en train d'enterrer la question palestinienne, puisque non seulement ils n'étaient pas respectés, mais que même s'ils avaient été respectés, ça créait un État croupion qui était entièrement dépendant d'Israël à côté. Plus que cela, on signait des accords, les fameux accords d'Abraham, pays par pays, qui étaient un isolement de la question palestinienne. Autrement dit, la question palestinienne, le 6 octobre, était en train d'être enterrée. On n'en parlait plus à l'ONU, on n'en parlait plus à l'UNESCO, on n'en parlait plus nulle part. Il n'y avait quasiment plus de mouvement militant. Israël était en train d'invisibiliser complètement une lutte vieille depuis 1948. Et même auparavant. Donc, le 7 octobre, en réalité, on pense effectivement, et je suis prêt à ce qu'on ait un débat tout à l'heure, on pense ce qu'on veut de la forme prise par le 7 octobre. Mais le 7 octobre est objectivement quelque chose qui est venu remettre la question palestinienne au centre. Bien sûr, c'est cher payé, mais derrière le 7 octobre, il y a cette idée que où on disparaît, où on se fait de nouveau entendre. Dernier élément que je voudrais dire, c'est que là aussi, la question palestinienne n'est pas découplée de nos situations ici. La manière dont on a parlé, y compris en termes de mensonges,
la propagande de guerre qui a été faite pour justifier, soi-disant, le droit de se défendre d'Israël, c'est-à-dire le génocide, la manière dont on a parlé et dont on a menti, c'est aujourd'hui prouvé, sur les soi-disant bébés qui avaient été égorgés. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi l'imaginaire qui circule lorsqu'on parle de bébés égorgés? Qui égorge dans l'imaginaire du français moyen? C'est Daesh. C'était une tentative d'assimiler le Hamas et Daesh, un mouvement de libération et des gens qui effectivement ont fait. Et en réalité, ça contribue à développer l'islamophobie dans ce pays. Et ne soyons pas étonnés que ça se traduise aujourd'hui par des meurtres. Et je ne peux pas ne pas terminer par le fait de constater que pour la Palestine au moins, pour la Kanaki, la dynamique est un peu différente, mais pour la Palestine au moins, il n'y a aucune victoire du peuple palestinien possible tout seul. Le rapport de force, il est mondial. Les enjeux sont d'une puissance tellement forte que s'il n'y a pas autour du peuple palestinien, qui lui continuera à résister. Jusqu'au dernier. Oui, il continuera à résister. Mais s'il n'y a pas autour de lui une mobilisation mondiale, eh bien, inévitablement, ce peuple continuera d'être dominé, voire sera exterminé. Ça pose vraiment la question d'être responsabilisé. Il y a quelques luttes comme celle-là où les dynamiques internes ne suffisent pas. Pour la Kanaki, nous sommes engagés et nous avons le devoir de solidarité parce que c'est notre impérialisme, notre État qui domine ce peuple et qui opprime ce peuple. Pour la Palestine, nous sommes engagés parce qu'en réalité, c'est l'avenir du monde qui est en jeu aussi là-bas. Lors de la conférence tricontinentale en 1966, qui a été une conférence qui est trop peu connue, qui est une conférence qui a vraiment regroupé l'ensemble des mouvements de libération nationale de la planète, qui a regroupé tous les intellectuels et chercheurs qui travaillaient sur la décolonisation, etc. Il y a eu des débats extrêmement riches. Et sur la question de comment développer le soutien à la lutte des peuples, il était bien entendu indiqué qu'il fallait soutenir tous les peuples et les actes de la conférence tricontinentale, on a vraiment, c'est des centaines de pages, on a vraiment une analyse de chacune des luttes, dont la Kanaki qui est présente, mais on décide on pose la question de trois luttes qui supposent un rapport de force mondial et non pas simplement un rapport de force locale. C'était la question du Vietnam. En disant, le Vietnam, le peuple vietnamien, quel que soit son courage, ne peut pas l'emporter seul, il faut un vaste mouvement de solidarité. Ça a été mis en place. C'était secondo l'apartheid, le mouvement de solidarité a eu lieu, et c'était troisièmement la Palestine. Pour la Palestine, eh bien, il y a encore du boulot. J'aimerais poser une question. En fait, une fois que la Palestine aura gagné, il n'y aurait pas un risque, comme ce fut pour la Révolution française, qu'on détourne cette volonté du peuple de se libérer et qu'on la détourne et qu'au contraire, on se sert de ce mouvement pour l'asservir encore plus par la suite. Pour vous rassurer, ce débat, on l'a rencontré dans toutes les luttes de libération nationale. Mais est-ce qu'on va donner l'indépendance à l'Algérie? Ils vont faire pire que mieux et ça va être la catastrophe. On ne peut pas donner l'indépendance aux Kanaks qui ne sont pas capables de s'auto-administrer, etc. Alors pour moi, la réponse à ça, elle est très claire. Hein. Quel que soit le résultat, un droit est un droit. S'ils veulent demain, en tant qu'État indépendant, brûler l'ensemble de leur forêt, c'est leur responsabilité. C'est leur peuple qui leur demandera qui peut leur demander des comptes. Ça n'est jamais de l'extérieur qu'on peut les faire. Donc moi, je pense que si on attend d'être rassuré sur l'ensemble du programme qui est proposé, etc., on ne soutiendra jamais une lutte. Les luttes, elles se développent comme elles peuvent. Elles ont les programmes qu'on peut avoir à un moment donné, puis après ils s'améliorent. Et donc je pense que le soutien à la lutte des peuples ne doit pas être conditionnel. Il ne faut pas qu'on le conditionne en disant « oui, mais est-ce que vous vous engagez à ça après, etc. » À partir du moment où on considère que le peuple kanak est dans ses droits, il faut le soutenir inconditionnellement. Après, c'est au peuple kanak de juger. Pour la Palestine, c'est exactement la même chose. On n'a pas à conditionner notre soutien. Pour dire ce que tu disais
disiez sur effectivement le fait que la Palestine se libérera tout seul et pourquoi est-ce qu'il y a un besoin vital de se mobiliser ici en France. Il y a un révolutionnaire allemand dont tu parlais tout à l'heure qui a dit que face à l'impérialisme, le principal il est à la maison. Pour ce qui est de la Kanaki, c'est clair et net, quoi. C'est nos impôts, c'est nos forces armées qui répriment. Juste ici, on est en Alsace, c'est en Alsace que sont construits les blindés Centaures qui ont réprimé en Kanaki. Mais pour la Palestine, c'est pareil, la France aussi est directement engagée. On peut penser, pas forcément, alors évidemment, il y a des entreprises françaises qui participent au complexe militaro-industriel israélien, mais le soutien de la France à l'Égypte, qui est un des peuples le peuple le plus nombreux de la région et qui a le plus montré sa sympathie avec le peuple palestinien, mais qui est complètement réprimé par Al-Sisi, auquel Macron vend des armes par milliards, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, etc. Donc voilà, il y a un besoin absolu en tant qu'anti-impérialiste de s'opposer aussi à ces livraisons d'armes, de s'opposer à ces partenariats économiques, militaires, diplomatiques, universitaires, etc. quoi. Je pense aussi tout simplement, alors on pense qu'on veut du nouveau régime en Syrie, mais il n'empêche que depuis le 7 décembre 2024, c'est la première fois qu'il y a pu avoir des manifestations de solidarité avec la Palestine où tu finissais pas en prison, que ce soit à l'attaqué, à Homs, à Souaïda, etc. Et là pareil, on a une responsabilité immense. Je pense qu'un des moments les plus, au XXIe siècle, les plus forts et les plus potentiels, les plus forts potentiellement pour la Palestine, ça a été les révolutions arabes qui se sont fait massacrer beaucoup dans le sang, quoi. Donc voilà, il y a urgence. Là récemment, alors en Kanaki, depuis 10 mois, le droit de manifester avait été complètement interdit administrativement par l'État français. Il a été rétabli récemment, donc on souhaite de tout cœur que les camarades en Kanaki puissent reprendre leur lutte. Et il va falloir absolument qu'on les soutienne ici, parce que comme disait Benoît, ils sont moins de 50% sur leur propre île. Ils ont face à eux une armée, ils ont face à eux des milices loyalistes qui s'organisent en véritable bande armée. Voilà, donc voilà, il y a une nécessité, moi je pense juste à un parallèle, mais c'est tout simplement en 1974, il y a l'Angola et la Mozambique qui étaient des colonies portugaises. Elles ont gagné face au Portugal, et puis suite à ça, il y a la révolution des œillets, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une crise. Quand il y a une crise vraiment d'un pays impérialiste, d'un État impérialiste, en fait, c'est l'ensemble des rapports sociaux de ce pays qu'il faut essayer d'accentuer cette crise et de la porter aussi au sein de la métropole, et que voilà, nos intérêts aussi en tant que prolétaires, en tant qu'exploités, en tant qu'opprimés en France, elle est évidemment aux côtés du peuple kanak pour sa libération, parce que c'est dans un même mouvement qu'on nous attaque, nous, pour produire toujours plus, travailler toujours plus, et dans un même mouvement aussi que l'on continue de vouloir coloniser la Kanaki pour la place qu'elle porte à la fois dans l'Indo-Pacifique, mais aussi en termes d'exploitation des ressources naturelles. Merci. Juste un petit bémol sur la Syrie. Non pas en désaccord, il y a eu effectivement des manifestations, mais le nouveau gouvernement syrien est aussi celui qui a exigé de la résistance palestinienne qu'elle désarme et qui vient d'annoncer que pour 2026, il y aurait signature d'accord d'Abraham avec le gouvernement israélien. Donc c'est pas trop d'illusions non plus, quoi. Merci beaucoup aux intervenants de ce soir pour cette conférence qui était super intéressante. Je vais faire une intervention au nom d'Urgence Palestine. Urgence Palestine, c'est tout d'abord ce que j'aimerais parler de ce qui se passe en ce moment avec Urgence Palestine. Bruno Retailleau a annoncé aujourd'hui qu'il voulait annoncer la dissolution d'Urgence Palestine, ce qui va être voté demain au Conseil des ministres. Urgence Palestine, c'est une des principales organisations des Palestiniens en France, un des collectifs les plus actifs en solidarité avec la Palestine, et avec cette politique, Bruno Retailleau, en voulant proposer demain au Conseil des ministres de dissoudre Urgence Palestine, il s'aligne avec la politique d'extrême droite, avec la politique d'Israël. Donc il y a un appel que vous pouvez signer, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux d'Urgence Palestine, ou venir nous voir à la fin pour qu'on vous l'envoie, c'est super important. Également, Urgence Palestine Strasbourg, en ce moment, on travaille sur une campagne contre le jumelage avec la ville de Ramat Gan, qui est en Israël. Donc la maire de Strasbourg, la ville de Strasbourg, dispositionnée en faveur du dialogue, soi-disant, et de la paix entre la Palestine et Israël. Mais en fait, ils sont clairement positionnés du côté d'Israël depuis le 7 octobre, sous la pression des lobbies sionistes.
Par exemple, ils ont affiché le drapeau israélien devant l'Eurométropole. La ville de Strasbourg veut se dispositionner contre la politique d'extrême droite de Netanyahou, sauf que la ville de Ramat Gan, avec laquelle ils font ce jumelage, est une ville dirigée par le Likoud, donc par le parti de Netanyahou. C'est aussi une ville où il y a des chars qui sont fabriqués, des chars qui servent à tuer les Palestiniens. Il y a également des prisonniers palestiniens qui sont emprisonnés sans procès dans cette ville. Donc clairement, c'est une ville qui n'est pas neutre, qui participe activement au génocide. Et la ville de Strasbourg, de par ce jumelage, soutient Israël. Donc nous, notre but, avec cette pétition, c'est de mettre la pression à la municipalité pour qu'elle passe des paroles aux actes, pour qu'elle mette fin à ce jumelage, parce qu'elle ne peut pas se dire humaniste, alors qu'elle soutient clairement juste Israël et pas du tout la Palestine. De même que Strasbourg est jumelé avec Ramat Gan, il y a aussi des universités qui ont des jumelages, comme par exemple la Sciences Po Strasbourg, où il y a un jumelage avec l'université Reichmann et les étudiants sont mobilisés. Et malgré tout, ce partenariat est maintenu, donc n'hésitez pas aussi à les soutenir. Vous pouvez venir nous voir, on a un stand là-bas près de l'entrée si vous voulez signer la pétition pour Ramat Gan ou surtout signer l'appel contre la dissolution d'Urgence Palestine. C'est super urgent et important. Moi, je voudrais juste vous rappeler juste une chose. On parle entre 4 et 5 jours de stock de nourriture à Gaza. Ils sont vraiment, c'est incroyable. J'ai une sœur qui m'a envoyé une vidéo où elle me montrait la farine qu'elle devait tamiser pour enlever les verres et les charançons pour pouvoir faire du pain. Et malgré ça, elle était contente de trouver de la farine pour faire du pain à ses enfants. Donc aujourd'hui, Gaza est vraiment en danger. Depuis, juste un chiffre, depuis le 3 mars, il y a eu 90 morts de faim à Gaza. Donc merci à tout le monde, à nouveau, à tous les intervenants, à tous ceux qui ont fait des remarques. Juste pour terminer, je souhaitais indiquer du coup qu'il y avait des stands qui resteront là encore quelques minutes. Il y a aussi du coup des stands où vous pouvez retrouver des bouquins à la fois de Saïd et de Benoît. Qui se propose de dédicacer d'ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, c'est juste derrière vous avant de partir, et merci à tout le monde, et voilà, j'espère qu'on continuera à se voir pour la libération de Christian Théin et de Georges Abdallah. Voilà. Et le 1er mai, donc voilà, on se reverra aussi dans la rue.